La Cité européenne des scénaristes présente... J'ai fait toute ma vie en police judiciaire. Mon rôle sur une série liée à la police judiciaire, ça va aller. Mais si d'un seul coup on me demande mon avis sur un dispositif de maintien de l'ordre ou quoi que ce soit, je vais pas savoir donner les bonnes informations. Parce qu'être conseiller police, en fait, ça veut rien dire. Si on s'arrête au terme de consultant policier, il y a 1000 métiers dans la police. Donc il y a 1000 demandes différentes. Les conseillers et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier, son rapport particulier au texte. Sur le champ du loup, nous, Mission Cinéma du ministère des Armées, il a fallu qu'on fasse un travail de pédagogie auprès de nos consultants sous-mariniers pour leur expliquer que c'était une œuvre de fiction et que, effectivement, quand Reda Kateb sort sur le pont du sous-marin pour tirer, on sait très bien que c'est pas possible, mais ça ne gâche pas l'œuvre en fait. L'essentiel, c'est qu'on ressente le quotidien d'un sous-marinier et ça, on le sent très bien. Leur métier, militaires, magistrates et policiers à la retraite. Dans ce 45e numéro de l'émission, la parole est aux conseillers spécialisés, aussi appelés experts ou consultants, bref, à celles et ceux qui aident les scénaristes à crédibiliser leurs histoires en les éclairant sur les réalités d'un métier. Quel est leur rapport au scénario ? À eux trois, mes invités du jour ont contribué notamment aux films Les Braises, Tirailleurs, Le Chant du Loup ou encore aux séries Les Disparus de la Gare, HPI, Cœur Noir, Flashback, Les Sentinelles Mali et Les Sentinelles Ukraine, et ils collaborent directement ou indirectement avec les missions cinéma respectives de leurs trois ministères, celui des armées, celui de la justice et celui donc de l'intérieur. Je les laisse se présenter en commençant avec notre 4e invité, scénariste et formatrice justement de conseillers métiers spécialisés, et je vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Cet épisode a été enregistré en novembre 2025. Christelle Gonard, je suis scénariste, je suis également directrice adjointe de la Cité européenne des scénaristes. Et je forme des experts métiers à devenir consultants sur des scénarios, sur des projets audiovisuels et cinématographiques. Bonjour, je m'appelle Franck Martins, je suis commandant divisionnaire de police en retraite. J'ai travaillé toute ma vie en police judiciaire et j'ai été consultant sur quelques séries comme HPI, Flashback, Les Disparus de la Gare, ou un long métrage, Un Maigret. Enfin voilà, c'est ma nouvelle activité. Bonjour, je suis le capitaine marine de l'armée de terre et j'ai été consultant militaire sur plusieurs fictions, longs métrages, séries. Et je suis la seule militaire qui travaille au sein de la mission cinéma et industrie créative du ministère des Armées. Je travaille en ce moment sur Playing with the Boys et un autre projet qui n'est pas encore sorti, dont je peux donner le nom de code, c'est Paradise. Ok, on le saura peut-être à la diffusion. Bonjour, donc je suis Angélique Naclé, je suis magistrat de l'ordre judiciaire depuis 2004 et j'ai rejoint la mission tournage du ministère de la Justice en 2022, où notre rôle consiste notamment à relire des scénarios. Et j'ai augmenté ce rôle en participant à la formation animée par Christelle sur le consultant de tournage. J'ai relu beaucoup de scénarios. Certains ne sont pas encore sortis, donc je ne dois pas en parler. Un que j'ai lu et qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est Les Braises, par exemple, le film avec Virginie Efira. Qui est en salle en ce moment d'ailleurs, il me semble. Exactement. Quel souvenir gardez-vous de votre première lecture de scénario, si vous vous en souvenez ? Ah oui, moi je me rappelle très bien. Le premier sentiment, c'est un peu la surprise de découvrir le format, parce que c'est une écriture qui est assez visuelle. On doit vraiment mentionner tout ce qui est important ensuite pour le film, le cadrage, etc. Du coup, c'est un peu déroutant parce que on doit à la fois se concentrer sur les détails qui sont propres à nos métiers et faire un petit peu abstraction de tous les commentaires destinés à ceux qui vont filmer ensuite. Mais on s'y fait vite. Par rapport à la lecture de littérature, par exemple, tu veux dire, ou de choses comme ça ? Ouais, exactement. La forme est très différente. Moi, j'ai un souvenir très frais. C'était l'épisode 1 de la saison 1 de HPI. C'était en 2019, un peu avant le Covid. La première chose qui m'a frappé, c'est la facilité de lecture. Je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué. J'ai lu ça un peu comme une nouvelle, en fait. En quelques pages, en 80 pages, on plante tout un décor, toute une série de personnages. Et puis, la deuxième chose dont je me souviens, c'est que je me suis dit, mais comment je vais faire pour crédibiliser tout ça ? Parce que c'était assez farfelu, forcément. C'est une comédie.
Oui. Et donc, je me suis dit, est-ce que je me suis pas engagé sur une mission que je risque de pas pouvoir remplir? Ben moi, c'est un petit peu pareil. C'est la découverte d'un format d'écriture qui était un petit peu déroutant parce qu'il y a beaucoup d'indications scéniques et qui finalement, au bout de 2-3 pages, disparaissent complètement. Donc, on comprend très vite qu'on est en intérieur jour, en extérieur jour, qu'on est dans tel bureau, dans tel coursif du palais de justice et l'impression de faire quelque chose de sérieux. Donc d'être très attentive, une lecture vraiment minutieuse, surtout qu'on nous a notamment appris qu'il fallait d'abord tout lire une fois et ensuite revenir avant de faire des retours aux scénaristes. Après, est-ce que c'est si plus technique que du document juridique, par exemple? Je sais pas si c'est à ce point plus technique, parce que bon, à titre personnel, je trouve un plus facile à dire que l'autre, mais bon. Comment vous êtes-vous retrouvé à conseiller donc la première fois, et qu'est-ce qui vous a poussé à accepter? Moi, je vais pas dire un ordre. C'est une recommandation de mon directeur à la PJ à l'époque. En fait, il avait été contacté par le ministère parce qu'un comédien, c'était Mehdi Nebou, qui joue le rôle du commandant Karadec dans HPI, puisqu'il allait incarner le rôle d'un commandant de la police judiciaire de Lille, il souhaitait tout simplement rencontrer un commandant de la police judiciaire de Lille. Et le directeur, alors c'est peut-être mon côté un peu fantasque dans le service, a pensé à moi tout de suite. Okay. Et m'a appelé en disant, Franck, est-ce que ça t'intéresse de rencontrer un comédien, etc. De fil en aiguille, on est allé déjeuner ensemble et puis on a sympathisé et du coup il a proposé à la production de m'engager comme conseiller sur la série. C'est intéressant, c'est par le comédien, donc des textes étaient déjà écrits finalement, c'est par le comédien que vous êtes arrivé a posteriori sur les textes. Oui, tout à fait. Et après, j'ai joué un petit rôle même un grand rôle de conseiller auprès de lui pour construire son personnage, etc. Et donc ça dépassait un peu le cadre du simple consultant sur un scénar. Et puis après ça s'est enchaîné et j'ai fait toutes les saisons jusqu'à cette année. Fallait s'y attendre quand même qu'avec cette porte d'entrée sur un comédien, c'était 5 saisons. En plus, c'est pas souvent les séries qui fassent 5 saisons en France, c'était une belle entrée. Les autres? Moi, je suis arrivée grâce à mon entrée à la mission cinéma et industrie créative. Donc, j'ai d'abord suivi aussi la formation de Christelle, devenir consultant militaire sur une fiction. Et après, j'ai tout de suite été dans le bain. J'avais déjà un gros paquet de scénarios qui m'attendaient sur mon bureau. Donc, j'ai commencé sur un sujet armée terre que je connaissais assez bien. C'était le déploiement en opération extérieure au Mali. C'est la série Sentinelle sur OCS, Sentinelle, tout à fait. Okay. Ouais, saison 1. Il y a beaucoup de séries qui s'appellent Sentinelle. En l'occurrence, celle-là, c'est celle d'OCS sur l'opération Barkhane, c'est ça? Exactement, oui, c'est tout à fait ça. Au départ, c'est parce que je suis cinéphile. Et c'est vrai que quand on m'a demandé de relire le scénario et de parler un petit peu de mon expérience sur une projection en Afrique, ça m'a tout de suite intéressée. Je me suis dit, mais oui, en avant. Ok, tout simplement. Et toi, Angélique? Moi, je suis aussi cinéphile et j'aime beaucoup les séries télévisées. Et c'est vrai que quand on est magistrat et qu'on voit certaines séries, ça pique un peu parce qu'il y a beaucoup, évidemment, d'erreurs judiciaires. Alors, on va y revenir. Au sens, du vocabulaire, du déroulement d'une enquête. Et en fait, j'ai découvert dans un générique qu'il y avait des consultants. Et peu de temps après, on a reçu un mail adressé par notre ministère qui proposait de rejoindre le groupe de relecture. Et j'ai tout de suite postulé. Tout, c'est pas vos hiérarchies ou alors vos ministères, mais je veux dire, c'est pas vous qui êtes allé directement en contact avec des scénaristes ou des scénaristes qui sont venus vers vous. Oui, ce que je trouve intéressant, c'est justement ces passerelles que les ministères créent avec le monde de l'audiovisuel et du cinéma à travers leur mission cinéma et audiovisuel. Là, les 3 ministères autour de la table ont cette mission-là. Pour nous, scénaristes, créateurs, c'est extrêmement intéressant d'avoir un interlocuteur au sein de l'institution vers lequel on peut se retourner quand on a un projet et qui va ensuite nous attribuer un consultant. Parce que nous, on va chercher évidemment de l'anecdote, de la réalité. Oui, on peut faire des erreurs judiciaires, mais c'est la liberté de création, mais on a besoin de ça, on a besoin d'aller chercher le réel et les institutions organisent ça. Puis souvent, on est un peu perdu, c'est-à-dire qu'on va directement voir est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui serait magistrat, je sais pas, et puis donc ça fait des situations où personne n'est vraiment formé, puis il y a beaucoup d'errance à trouver les bonnes personnes. Et toi, du coup, Christelle, qu'est-ce qui t'a motivé à former des professionnels au scénario, justement, à titre personnel? C'est pour que les rencontres entre les scénaristes et les consultants se passent le mieux possible, soient la plus efficace, pour faire tomber un petit peu les clichés qu'on peut avoir les uns sur les autres. Vous êtes des troubadours libres, etc. Vous êtes des militaires un peu psychorigides. Donc voilà, non, on peut se travailler ensemble, au contraire. Justement, j'en profite pour interrompre l'échange et appuyer que la structure S comme scénario de la Cité européenne des scénaristes propose donc désormais cette formation inédite de 2 jours aux futures expertes et experts métiers, aux futures consultantes et consultants spécialisés, une formation donc adressée non seulement à des militaires, policiers ou magistrats, mais aussi à des médecins, à des enseignants, etc. Donc à n'importe quel corps de métier extérieur à l'audiovisuel pour présenter les bases de la dramaturgie, le scénario en tant qu'objet et surtout les compétences clés
clés à acquérir quand on veut faire des retours pertinents aux scénaristes. Donc si vous êtes une institution ou une entreprise et que vous souhaitez faire bénéficier vos membres de cette opportunité, de cette formation, je vous invite à vous manifester en prenant contact directement via le site s-com-scénario-sans-accent.com, lien en description. Sur ce, retour à la discussion. Et donc maintenant que vous avez fait cette première et puis ces nouvelles expériences, comment un projet arrive-t-il jusqu'à vous désormais ? Quel est le process ? J'ai été contacté principalement par la production, en fait, par la boîte de production de HPI qui m'a proposé de collaborer à d'autres projets qui produisaient en fait. Et puis après, il y a aussi le bouche à oreille entre les professionnels qui discutent de chacun de leurs projets respectifs et puis qui vont citer tiens, je connais un gars, il nous a conseillé sur notre série, puisque tu es dans le même domaine, je te file son numéro. Oui, donc une fois qu'on a le premier contact, après ça va vite. Je crois que les missions cinéma dans les différents ministères ont une liste maintenant de lecteurs, d'experts, de consultants formés justement. Ça peut aussi passer par là et le bouche à oreille. Nous, ça passe uniquement par la mission cinéma. On a 2 canaux d'entrée. Soit c'est les productions en fait qui viennent nous voir et qui font des demandes assez précises. Soit on a les scénaristes qui viennent voir vraiment au tout début du projet pour se nourrir un petit peu de l'univers. Voilà. Donc on a des demandes plus ou moins précises et on oriente et on travaille avec eux sur la durée. C'est jamais au bouche-oreille. Après, derrière, il n'y a pas des projets qui sont arrivés à vous de façon plus informelle, on va dire. Plus informel, ça peut être dans le cadre de festivals, parce qu'on essaie justement d'être présent sur plusieurs festivals de professionnels, et dans ces cas-là, oui, on a des gens qui viennent nous voir directement en nous disant « j'ai un projet sur les armées, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on peut en parler ?» La mission cinéma, par exemple, des ministères intérieurs, moi je ne connaissais pas du tout, c'est depuis 2023, je crois qu'elle a été mise en place. Je commence à collaborer à cette mission-là de manière très récente, mais je pense que c'est quand même une bonne chose, parce que ça évite justement le bouche à oreille, qui lui a aussi ses travers, c'est-à-dire que il y a un espèce de copinage qui n'est pas un gage de savoir-faire, de compétences. Ouais. Prendre contact avec une structure qui va vous conseiller la personne idoine sur tel ou tel domaine, c'est quand même un gage de qualité, alors que le bouche à oreille, ça reste quand même, quoi qu'on en dise, du copinage. Les relations sont un peu faussées, parce qu'il y en a un, il va être content de votre travail, il va vous recommander à quelqu'un, et vous allez peut-être pas donner satisfaction, parce qu'on va vous demander des choses que vous ne savez pas forcément faire. Moi, je vais vous prendre un exemple très court. Je suis de la police judiciaire, donc j'ai fait toute ma vie en police judiciaire, je suis complètement ignare en ce qui concerne le maintien de l'ordre ou ce genre de choses. Si on s'arrête au terme de consultant policier, j'ai fait mon rôle sur une série qui traite d'une histoire liée à la police judiciaire, ça va aller. Mais si d'un seul coup on me demande mon avis sur un dispositif de maintien de l'ordre ou quoi que ce soit, on va avoir conseillé la mauvaise personne. Ouais. Et je vais me retrouver à la fois le bec dans l'eau parce que je vais pas savoir donner les bonnes informations, et la personne qui m'a recommandé va perdre en crédibilité. Enfin voilà. Alors qu'un ministère aurait envoyé vers la bonne personne. Le ministère va vous orienter vers la bonne personne. Voilà. Très intéressant. Parce qu'être conseiller police, en fait, ça veut rien dire. Il y a 1000 métiers dans la police. Et dans chacun de vos métiers, d'ailleurs. Comme dans tous nos ministères, il y a 1000 métiers possibles, donc il y a 1000 demandes différentes. Et Angélique, pardon, oui, toi, comment un projet arrive maintenant jusqu'à toi? Ouais. C'est la même chose qu'au ministère des Armées. Nous, c'est par la voie de la mission tournage cinéma qui nous adresse des scénarios dans nos boîtes mail avec une fiche où on peut faire nos retours. Donc, on les reçoit tous. Il n'y a pas de tri, c'est-à-dire qu'on reçoit tout type de scénario. Ça peut être dans tous les domaines de la justice. Mais le groupe de relecture, parce qu'on est plusieurs, est un groupe pluridisciplinaire. Donc il y a des greffiers, il y a des représentants de l'administration pénitentiaire, enfin des gens qui aiment le cinéma, mais on ne fait pas tous le même métier au ministère de la Justice. Mais est-ce que les scénarios sont fléchés vers chaque métier indépendamment, ou c'est tout le monde reçoit tout? Tout le monde reçoit, enfin pour l'instant, moi j'ai l'impression qu'on reçoit tous tout. Et après on relit, comme c'est une activité bénévole, on relit un peu quand on a le temps. Alors, on nous donne des délais, on nous demande, il nous faudrait un retour avant telle date si possible. Donc, c'est sûr que par rapport au nombre de relecteurs, il y en a peut-être que 3 ou 4 qui pourront le relire et faire des retours utiles en temps utile. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, beaucoup de personnes qui font vraiment plusieurs fonctions peuvent relire. Il y a un enjeu aussi d'avoir un scénario intéressant pour qu'un maximum des personnes du droit aient envie de le lire aussi, vu que c'est bénévole et sur votre temps libre. Est-ce que je peux rebondir sur ce que disait Franck? Oui, Marine, vas-y. Ouais. Parce qu'on a un petit peu les mêmes problématiques au ministère des Armées, mais ça change heureusement. Nous, notre mission cinéma, elle a été créée en 2016. Et à l'époque, on a eu effectivement un petit peu à lutter contre des consultants non validés en fait par le ministère des Armées, qui étaient souvent des anciens militaires et qui se présentaient très souvent comme des forces spéciales et autres. Donc déjà, c'était pas souvent vrai.
vrai. Et surtout, comme disait Franck, c'est pas forcément ce dont on a besoin. Donc nous, pareil, on a beaucoup de spécialités. On a déjà 3 armées. Dans chaque armée, il y a des spécialités et des sous-spécialités. On n'a pas forcément besoin d'un force spécial pour expliquer la médecine militaire. Voilà. C'était important au départ de faire un petit peu passer le message que passer par la mission cinéma permettait d'avoir le bon interlocuteur. On n'était pas là pour imposer des gens, parce que c'est que des gens qui sont volontaires. On avait la bonne personne qui allait apporter le bon contenu. Et ça, c'est vraiment important pour les scénaristes. En tant que scénariste, c'est très très simple de vous contacter, donc c'est plutôt agréable. C'est facile de contacter ces missions. Il n'y a pas de fourche codine administrative. Pas montrer patte blanche sur l'intention du projet ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. Ils sont tout à fait ouverts. Ils accueillent le projet et ensuite, ils le lisent en interne. Ils voient si effectivement ils peuvent allouer un consultant sur le scénario ou pas. C'est très agréable de voir que ça se structure du côté des experts. Quand quelqu'un vous contacte, par exemple, par le biais du bouche à oreille, vous allez avoir à juger vous-même si vous êtes la bonne personne. Alors, il peut y avoir, et en plus vous allez être payé. Donc il peut y avoir quand même quelque chose de tordu parce que on va se dire bah oui c'est moi, finalement c'est moi qu'il fallait choisir, etc. Donc il y a un côté un peu biaisé. Tandis que par l'émission, c'est pas vous qui allez décider de savoir si vous êtes le meilleur. Vous allez être désigné comme la personne la plus compétente sur le sujet ou pour répondre à la question qu'on pose. Et en plus ça va se faire de manière bénévole. Donc du coup, seuls les passionnés resteront. Donc du coup, on invite les scénaristes d'ailleurs à s'adresser les producteurs aux missions cinéma de ces ministères. À quel stade de l'écriture êtes-vous sollicité en général? Parce que tu disais, Angélique, que vous recevez des scénarios écrits. Est-ce que ça vous arrive d'être consulté avant même, c'est-à-dire pendant les périodes où vous commencez à réfléchir à leur projet? Si c'est écrit, combien déjà de fois ça a été réécrit? Ou est-ce que le tournage est lointain? Est-ce qu'il arrive? Voilà, donc à quel stade arrivez-vous en général? Alors moi, je peux commencer parce que j'ai un bon exemple justement. Je parlais du long métrage de fiction Playing with the Boys que je suis depuis le tout début, c'est-à-dire vraiment un pitch de 3 lignes. Wow. Ça fait 3 ans que je suis ce projet. Quel réalisateur? Elsa Ritkou. Là, je pense qu'on en est à la version 6 ou 7 du scénario maintenant, avec vraiment des changements très importants qui ont alterné avec des immersions de scénaristes. Tu peux nous dire le contexte rapidement de ce projet, sans forcément déflorer ce dont tu parles, mais juste nous dire un peu sur quoi tu as été intervenu, quoi. Alors, en fait, c'est un projet qui parle de l'arrivée des premières femmes marins-pompiers à Brest dans les années 80. Ok, très précis. Donc, très précis. Très intéressant. Et du coup, la première chose à faire, c'était en fait reconstituer un petit peu l'univers militaire des années 80, avec ces premières femmes qui arrivaient dans des contextes où rien n'était préparé pour elles, en fait, très concrètement. Et ensuite, de faire sentir à la scénariste l'ambiance de caserne, parce que c'est des marins-pompiers, mais ils vivent dans une caserne, en fait, au sein de la base navale. Et il y a une ambiance de grande proximité, en fait. Ils vivent ensemble, ils font des gardes 24 heures sur 24, etc. Il y a une espèce de vie de communauté très forte et c'était le plus important à leur faire sentir. Donc ça, dès la première immersion, ils l'ont tout de suite senti et ils ont commencé à réécrire en fait le scénario parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des liens beaucoup plus forts que ce qu'ils imaginaient. C'est intéressant parce que déjà ça dépasse la question juste de questions-réponses, c'est-à-dire on nous dit ce qui est bien, ce qui est pas bien. On commence par l'immersion, par le terrain avant même de poser des questions. Et puis ça me ramène, eux aussi, on a fait un épisode avec sur les Césars, sur ceux qui ont fait le film L'Histoire de Suleiman. Le réalisateur et sa co-scénariste disaient en fait, heureusement qu'ils avaient été en immersion avant d'écrire, parce qu'en fait, s'ils avaient passé 6 mois à écrire pour après voir que ça n'avait plus rien à voir avec ce qu'ils avaient fantasmé. Et juste pour terminer là-dessus, t'as lu combien de versions intermédiaires? Du coup, tu parles de la V7, tu les as toutes lues entre-temps? Oui, je les ai toutes lues, je les ai toutes commentées. J'ai eu la scénariste longuement au téléphone ou de visu, donc c'est vraiment un accompagnement au long cours. Ouais, tout à fait. Et j'ai hâte que le film sorte maintenant. Donc Franck, Angélique, vous, à quel stade de l'écriture, vas-y Franck, à quel stade de l'écriture t'es sollicité toi en général? Alors, j'ai eu la chance de participer dès le départ aux projets sur lesquels j'ai été sollicité, c'est-à-dire que tout n'était pas écrit encore, il y avait des arches, il y avait des choses comme ça, mais j'ai participé à des brainstorming ou avec les créateurs dans les ateliers d'écriture. On posait tout simplement la question de savoir si l'idée de départ était une bonne idée, une mauvaise idée, plausible, pas plausible, etc. Et ensuite, on construisait ensemble un peu, mais vraiment le mini-squelette de la chose. Okay. Et ensuite, je recevais les différentes versions du scénario jusqu'à la V5, V6, etc. Et là encore, tu lisais et intervenais sur chacune des versions. C'est quand même un sacré luxe là pour les scénaristes, encore une fois. Ah oui, bah de toute façon, oui, c'est un minimum quand même de lire ce qu'on nous envoie. En fait, vous êtes extérieur, du coup, vous en rendez peut-être pas compte, mais dans le milieu, tout le monde a besoin d'être lu tout le temps par tout le monde. Et en fait, c'est un temps, on le sait, qui est assez chronophage. Dire du scénario, c'est pas forcément évident. Donc, et d'autant plus dans vos métiers où vous êtes tous très occupés. Donc oui, pour les scénaristes, être lu plusieurs fois par une personne, au-delà des conseillers, ne serait-ce que sur le scénario lui-même par des potes scénaristes, c'est déjà pas évident, quoi. Et la critique doit être constructive et positive, puisque c'est pour ça qu'on est sollicité. Moi, on m'envoie pas un scénario pour me demander si j'aime ça ou pas. On m'envoie un scénario pour que je le renvoie meilleur
que je l'ai reçu. Et Angélique, toi? Alors moi, j'interviens au stade du scénario. Les scénarios sont déjà écrits, mais ça peut être des versions en cours d'élaboration. Donc on fait nos propositions, c'est ce que dit Franck. En fait, on a une fiche de relecture où on nous demande sur chaque scène, faut bien numéroter ce qu'on constate, et on doit expliquer pourquoi. Et puis faire une proposition. Donc en fait, à chaque fois, tout est argumenté et on explique pourquoi c'est possible. Je prends un exemple sur un scénario qui se passe dans un temps avant le code pénal actuel. Et donc, en fait, moi, ça m'a obligée à rechercher la loi applicable à l'époque pour dire, en fait, non, ça, c'était pas possible, ça n'existait pas à ce moment-là. Donc, j'ai écrit et j'ai donné le texte de loi. Après, les scénaristes font ce qu'ils veulent avec. Et parfois, après nos relectures, nous recevons une autre version qu'on relit aussi, effectivement. Et puis, la version définitive qu'on nous envoie, peut-être plus pour nous récompenser d'avoir travaillé. Et du coup, t'es pas en contact direct avec les scénaristes. En fait, tu passes toujours par l'intermédiaire, tu ne les vois pas, tu ne les pas au téléphone, c'est toujours... ok, c'est un travail purement sur le texte, quoi. Complètement. Ouais. Oui, les missions ont différents process, c'est pas tous les mêmes. Et justement, arrivons-y, c'est la question d'après. Quel est votre process étape par étape? Comment accompagnez-vous sur les scénarios, votre façon de travailler, à supposer que ce soit un peu la même à chaque fois? Angélique, tu me disais qu'il y avait une grille, il y avait une façon, du coup, on vous impose, on vous donne, on vous suggère une façon de structurer votre retour, donc du coup. C'est ça. Nous recevons le scénario. Parfois, on nous dit c'est telle et telle scène qui sont vraiment concernées par l'institution judiciaire. Mais comme à la formation que j'ai suivie, on nous a bien appris à tout lire avant de revenir sur les scènes, de toute façon, on lit tout. Et après, sur les scènes concernées vraiment, on a cette grille de lecture où on nous demande de détailler, d'expliquer pourquoi on fait une autre proposition et donc de motiver vraiment les modifications qui nous semblent à nous nécessaires. Mais c'est pas parce que ça nous semble à nous, professionnels, nécessaires, que ça semble nécessaire aux scénaristes. Ou à l'histoire, ou etc. Exactement, voilà, parce qu'il y a tout ce support narratif, il y a toute cette liberté artistique qui fait que nous, on fait juste une proposition pour que ça colle à la réalité de notre métier et aussi de la loi. C'est intéressant le côté proactif, c'est-à-dire que c'est pas seulement de dire ça marche pas, c'est plutôt de dire du coup ça pourrait marcher si. C'est ça. Moi, mon process, vous l'aurez compris, je suis un autodidacte sans formation. J'ai élaboré moi-même ma propre façon de faire et je l'ai améliorée au fur et à mesure du temps en fonction des attentes des personnes que j'avais en face de moi, parce que j'ai quand même cette particularité d'avoir travaillé avec les scénaristes, les créateurs, les producteurs, les comédiens sur les plateaux. J'ai fait beaucoup de choses différentes en fait, mais je pense que ce n'est pas comme ça qu'on travaille dans une mission, que ce soit dans nos ministères respectifs, peu importe, ça doit être un peu la même façon de travailler. Et là, c'est pareil, ça peut aussi engendrer des malentendus, parce que quand vous êtes sur un plateau, que vous avez corrigé le scénario, que vous voyez l'acteur jouer, alors il respecte certes le scénario, il respecte le dialogue, mais son jeu ne correspond pas à ce qu'il existerait dans la réalité. C'est-à-dire sa façon de... sa façon de se comporter, de se positionner, de faire, de se déplacer. Ça, c'est pas dans le scénario. Quand vous lisez le scénario, quand vous dit le flic, il sort son flingue et il braque quelqu'un, c'est pas marqué comment il fait. Et alors, quand vous êtes sur le plateau et qu'il le fait d'une manière qu'aucun flic ne fait jamais, vous devez poursuivre votre rôle de conseiller d'une manière différente. Je suis assez d'accord avec Franck parce qu'il y a vraiment ces deux aspects du consultant militaire. Donc, il y a le travail sur le scénario. Je ne suis pas une fiche de lecture bien structurée. C'est assez instinctif. Mais je fais effectivement une première lecture. Ensuite, je note tout ce qui m'interpelle, en fait. C'est souvent plutôt du technique, des postures, des façons de parler, de s'exprimer, etc. Et après, je m'attache vraiment à la partie histoire, c'est-à-dire les choses qui ne pourraient pas se passer et ce que je pourrais proposer en fait en alternative qui collerait à la réalité sans dénaturer l'histoire. Ok, même si c'était pas demandé, en fait, tu le fais. Ce côté proactif, tu le fais quand même. Okay. Oui, absolument, parce que ce qui est important, c'est de pas trahir l'histoire et en même temps que ça soit le plus fidèle possible au quotidien d'un militaire d'aujourd'hui. Donc ça, je le fais sur les scénarios et après sur le tournage, là, on est effectivement sur une autre partie. C'est-à-dire que c'est un travail complètement physique, en fait. Montrer comment progresser en groupe, comment on tire, comment on se comporte, en fait, sur n'importe quelle situation sur le terrain. Et tu fais les deux, pour le coup. Oui, tout à fait. Il n'y a pas une équipe spéciale qui fait le terrain, une équipe spéciale qui fait le scénario. Non. J'ai fait les deux sur un même projet. Ok, et toi, Angélique, t'es pas du tout sur le terrain, vous montrez comment on opère dans un tribunal, j'en sais rien. Non, à titre personnel, je ne l'ai pas fait, mais j'aimerais bien. C'est quelque chose de très, très important, la présence sur le plateau, parce que vous pouvez avoir le scénario le plus crédible, le mieux fait, si il est mal joué, même avec un très bon acteur, tout simplement parce qu'il sait pas, il a pas les codes. Et je pense que là où j'ai donné le plus de satisfaction, c'est en étant sur place, sur les tournages,
c'est comme un rôle de chorégraphe en fait. Il y avait une scène de police à tourner, alors ça peut être des constatations, une scène de crime, une interpellation, une surveillance, une filature, peu importe. Et vous avez la réalisatrice ou le réalisateur qui va vous dire voilà mon intention et comment il se déplace, le flic, comment il marche, il va se mettre où dans la pièce par rapport à la perquisition, qui va faire quoi? Est-ce que c'est lui qui prend une photo? Est-ce que c'est l'autre, etc. Et vous avez un rôle un peu comme un chorégraphe. C'est le dernier moment, c'est le moment où il le tourne, quoi. Donc c'est pas en prépa, c'est vraiment le moment où on lance. Ah oui, on est sur le tournage. Et vous avez un travail au préalable dans les répétitions avec les comédiens. Ah voilà, donc il y a quand même les répétitions en amont, c'est ça. Voilà. Okay. Vous allez en fait expliquer aux comédiens ce que vous feriez dans la même situation dans la réalité, et lui, il va se caler sur vous, en fait. Vous voyez, souvent dans les séries, les gens, ils se parlent entre eux d'une manière dont on se parle jamais dans la réalité. Jamais. C'est un truc de dingue. J'avais à cœur, puisqu'on me demandait de crédibiliser les choses, de mettre cette touche de réalité dans les rapports entre les personnes, dans un groupe de flics à la criminelle. Ils se parlent d'une certaine façon, ils se considèrent d'une certaine façon. La plupart des séries, ça se passe jamais comme ça. Ils vont se donner du madame, là on n'en donne jamais, ou du monsieur, ou ils vont s'appeler par leur grade, ils vont se vouvoyer, et ça se passe pas comme ça dans la réalité. C'est intéressant parce qu'on arrive sur le côté humain, c'est pas qu'une question de comment tu tiens ton arme et t'interviens. Le plus important, ça va être, sans que ce soit un documentaire sur la police, il faut que le spectateur se dise « Ah, mais je savais pas que c'était comme ça, en fait. » Parce que, comme tu l'as dit, Christelle, les gens ont besoin d'apprendre aussi des choses et ils sont contents quand ils apprennent quelque chose. Avec le risque de eux-mêmes se disent « Bah non, mais c'est faux. Pour moi, c'est pas comme ça. Pour moi, ils se vous voient. Pourquoi ils se vous voient pas ?» Après, il y a le risque. Je rigole, hein, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette balance-là sur laquelle on va revenir. T'allais rebondir, ouais, Christelle? Marine, je voulais évoquer avec toi Le Chant du Loup d'Antonin Baudry. Le début du film est ultra réaliste. Il a énormément passé du temps, je crois, dans un sous-marin. Il a observé comment ça marchait. Donc le début, on est presque plongé dans un documentaire. Absolument. Et même presque perdu parce que le jargon du métier est très puissant. Donc ça rend la chose extrêmement crédible, l'histoire très crédible, et ça fait passer après dans le scénario des choses qui le sont beaucoup moins. Quand Reda Kateb sort sur le toit du sous-marin et avec son lance-roquette et défonce un hélicoptère, c'est pas possible. Mais c'est pas grave parce qu'on nous a plongé tout de suite dans le milieu des sous-mariniers. On a appris des choses, on a l'oreille d'or, on est fasciné, on est embarqué. C'est vrai que nous, ça a été un travail très important sur le Chant du Loup, essentiellement en interne, parce que les sous-mariniers sont un peu une élite de la Marine nationale, ils sont très fiers de leur métier, et eux auraient voulu vraiment un film documentaire qui soit le plus précis possible, et ils ont adoré cette première partie. Ils ont adoré aussi toute l'équipe d'Antonin Baudry qui leur a posé 1000 questions, qui s'est vraiment intéressé au quotidien des sous-mariniers. Donc ça, c'était des échanges très riches. En revanche, nous, Mission Cinéma du ministère des Armées, il a fallu qu'on fasse un travail de pédagogie auprès de nos consultants sous-mariniers pour leur expliquer que c'était une œuvre de fiction et que effectivement, quand Reda Kateb sort sur le pont du sous-marin pour tirer, on sait très bien que c'est pas possible. Qu'est-ce qui n'était pas possible? Alors, il y a deux choses qui vont pas, principalement dans la scène. En fait, déjà, le commandant second, il sort pas du sous-marin parce qu'il doit commander le sous-marin. Donc, c'est pas lui qui va sortir faire une action de feu. Ensuite, sortir avec son fusil d'assaut pour tirer sur un hélicoptère, encore une fois, c'est pas ce qu'on ferait d'un sous-marin. Gros avantage d'un sous-marin, c'est qu'il est silencieux et invisible, en fait. Furtif, ouais. Furtif, exactement. Donc, si on devait tirer sur un hélicoptère, en fait, on tirerait un missile du sous-marin en submersion. Voilà. Sinon là, sortir le sous-marin, donc qui devient une cible géante et assez lente, pour tirer sur un hélicoptère qui peut quasiment pas lui faire de mal, ça n'a aucun intérêt tactique. Ok, c'est au moins on a la fin de l'histoire. Mais ça ne gâche pas l'œuvre en fait. L'essentiel, c'est qu'on ressente le quotidien d'un sous-marinier, et ça, on le sent très bien par du vocabulaire spécifique, par la sensation d'étouffement qu'on a dans l'espace. La gestion de l'espace est très importante. Et en fait, c'est ça qu'on a mis en avant. Pareil, on adore tous Omar Sy, mais normalement, il n'arrive pas à nager en sortant par le lance-torpille d'un sous-marin à une profondeur incroyable. Le pauvre se ferait briser par la pression. Donc tout ça, il a fallu l'expliquer. Oui, on sait que c'est improbable, mais en fait, c'est une œuvre de fiction. Et l'intérêt, c'est que le spectateur soit vraiment plongé avec nous dans le sous-marin. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est qu'on pourrait imaginer que le ministère défende strictement son corps de métier et se fasse l'écho, le porte-voix strict, en fait, en l'occurrence des sous-mariniers. Or non, vous êtes aussi là en interface, vous êtes aussi là pour créer un dialogue entre les deux et défendre le scénario quand c'est le scénario qu'il faut défendre auprès des militaires. Et c'est ça qui est un travail un peu méconnu du côté des scénaristes, mais nous, on a vraiment ce travail de médiation. Un militaire, même cinéphile, n'a jamais lu de scénario habituellement, et on doit lui expliquer un petit peu ce que recherche le scénariste, ce dont il a besoin, et que c'est pas parce que
qu'il n'aura pas un documentaire très précis sur son métier, que ça le mettra pas en valeur, bien au contraire. Et comment votre rôle, du coup, s'adapte-t-il en fonction du type de projet que vous recevez ? Moi, ce qui fait la différence, puisque j'ai eu la chance de travailler sur un projet, on va dire feel good, puisque HPI, là, je crois qu'on peut pas faire plus. On n'est pas sur le documentaire. Voilà, on est assez loin du documentaire. Et j'ai travaillé sur Les Disparus de la Gare, qui là est une histoire vraie, avec des vrais malheurs, des vraies familles brisées, des vraies victimes, et une enquête toujours en cours, en plus de surcroît. Donc, on aborde les choses de manière très, très, très différente. On va admettre plus facilement, par exemple, dans le cadre de HPI, une scène qui est effectivement un peu farfelue, où un policier ne ferait pas vraiment ça dans la vraie vie, etc. Quand on travaille sur Les Disparus de la Gare, j'avais à cœur, en plus j'étais sur le plateau avec la maman de Tatiana Andujar, donc qui cherche toujours sa fille depuis des dizaines d'années. Donc là, vous avez un devoir de précision, de respect à travers le travail que vous allez donner, parce qu'elle la connaît, la police, elle sait ce qu'elle a réussi, elle sait ce qu'elle a raté, et donc vous êtes vraiment dans un devoir de sincérité dans la réponse que vous allez donner aux questions qu'on vous pose. Et alors, sans que ce soit toujours un documentaire, parce que il faut faire des concessions à la fiction. Vous êtes obligé, mais vous devez quand même avoir le respect de coller au plus près de ce que la police a fait en vérité dans le cadre de cette enquête. Il y a aussi l'écart entre histoire vraie et pure fiction que j'avais pas eu en tête, oui, qui est vrai, qui change aussi votre métier. Ça change tout. Sur le format, série ou film, même approche. En revanche, ça va se rapprocher un petit peu de ce que disait Franck, c'était quand on a des projets plutôt historiques par rapport à des fictions totales, comme Le Chant du Loup. Je pense par exemple à J'accuse de Roman Polanski, sur lequel on a travaillé. Là, on est sur quelque chose d'historique, très documenté, et on va être beaucoup plus attentif aux sources historiques. On a un regard plus exigeant sur les faits. C'est vrai que c'est plus compliqué pour un consultant, je trouve, de travailler sur un projet historique qu'un projet pure fiction. Ça vous arrive tout court qu'on fasse appel à vous pour des comédies un peu burlesques, des choses très légères ? Est-ce qu'on vient vers vous quand même en se disant bon, je vais essayer de faire raconter n'importe quoi ? Ouais. Du coup, c'est quoi l'échange dans ce cas-là ? Comment ça se passe ? Alors, moi, j'ai eu la chance de recevoir le projet À toute allure, donc qui est une comédie qui est sortie l'année dernière, avec un pilote de ligne civile qui tombe amoureux d'une commandant de sous-marin nucléaire et qui s'introduit dans le sous-marin pour la suivre en mission et lui déclarer sa flamme. Alors, quand on a reçu le projet, honnêtement, c'était la stupeur. On a adoré parce que c'était très très bien écrit et on a vraiment ri du début à la fin. En revanche, pour faire comprendre aux sous-mariniers que le projet était sérieux, que oui, il les mettrait en valeur et que en fait, c'est une magnifique histoire humaine, ça a été un peu plus compliqué en interne. Je comprends. Mais vous l'avez fait du coup. Absolument, on l'a fait, on l'a soutenu. Parce que là encore, encourageons les scénaristes qui nous écoutent à ne pas se mettre de barrières sur la nature des projets qu'ils envoient. Absolument. C'est pour ça aussi que j'en parle. Et toi, Angélique ? En fait, j'ai arrêté de me poser la question quand on m'a expliqué que c'est le scénariste a le droit à l'imagination. Et c'est vrai qu'on reçoit des scénarios sur des films, sur des séries, on les lit de la même façon. Simplement, on peut recevoir des séries comme La Stagiaire et des séries comme Des Vivants. Les Vivants qui viennent sortir sur France 2, sur voilà. les survivants du Bataclan. Ouais. Donc c'est vrai, je ne vous cache pas que si on fait un retour sur Des Vivants, on a envie qu'il soit pris en compte. Sur La Stagiaire, c'est moins grave. Oui, comme il n'y a pas l'échange et comme c'est simplement voici mon retour, en fait, c'est vrai que c'est pas la même démarche et vu que vous n'avez pas forcément d'impact sur la façon dont ça va être pris, là, vous auriez aimé peut-être qu'il y ait un peu plus d'assurance que ça va être pris en compte, quoi. C'est un peu ça. Oui, et puis La Stagiaire a une fonction de divertissement, assumée, et comme dit Franck, la série feel good, donc c'est très bien. Et Des Vivants a plutôt une fonction, de rendre hommage et la mémoire, et ça... On l'aborde pas pareil de toute façon, effectivement. Comment avez-vous arbitré avec les impératifs de la fiction et ceux du réel ? J'ai une très bonne réponse à cette question. Vas-y, Franck. J'espère qu'elle est très bonne. J'ai rapidement compris une chose, c'est que lorsque vous avez à choisir entre une situation qui est complètement loufoque, mais qui va être perçue comme telle par tout le monde, là, vous la prenez en cause en disant il va falloir améliorer les choses. Quand vous avez à prendre en compte une situation un peu loufoque qui va concerner seulement 150 000 flics qui regarderont, enfin ceux qui regarderont la série ou le film, parce qu'il y en a qui vont... Tous les flics ne regardent pas les films ou les séries policières. Et donc, vous allez contrarier 150 000 personnes pour en satisfaire 10 millions, comme dans HPI par exemple. Donc là, la réponse, elle est très simple en fait. C'est-à-dire, vous faites le choix entre est-ce que je sers la fiction au prix d'un sacrifice qui va être repéré par finalement 3 ou 4% des personnes qui vont regarder la série, ou est-ce que je vais décevoir 10 millions de téléspectateurs pour faire plaisir à ma brigade de 30 bonhommes parce que je vais donner la vraie solution. Moi, en l'occurrence, j'ai des parents dans la santé, ils regardent jamais les séries médicales parce que ça les ramène au boulot de toute façon, donc ils ont pas envie de regarder les... Il faut vraiment avoir ça en tête. On ne fait pas un documentaire. À partir de ce moment-là, il y a forcément des concessions à faire à la réalité. La taille de la concession que vous allez faire
Et le point angulaire, c'est est-ce que ça vaut le coup pour servir l'histoire, la fiction, ou est-ce que ça vaut pas le coup parce que finalement ça apporte quelque chose de nocif à la perception des choses. Un exemple type, c'est aujourd'hui le spectateur d'un film ou d'une série, il est de plus en plus au courant de la réalité parce que voilà, il y a les chaînes d'infos, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça, on sait comment la justice fonctionne, la police, l'armée, etc. Donc à un moment donné, vous pouvez pas prendre, pour parler vulgairement, le spectateur pour un imbécile. Il faut quand même lui servir quelque chose. Et donc à ce moment-là, il faut pas tomber dans le truc en disant oh, les gens, ils vont le croire. Ça passera, ça passera. passera. Non, ça risque de pas passer. Les scénaristes, on est tentés de ça, se dire, allez, c'est bon, ça passera. Si bonne soit la fiction, si celui qui la regarde a l'impression qu'on le prend pour un ignare, un idiot ou un crédule, il va tout de suite avoir un regard négatif sur l'œuvre. Ça, il faut faire très attention à ça. Marine a parlé tout à l'heure de la difficulté, par exemple, des sous-mariniers, mais de n'importe quel corps de métier, à prendre du recul sur son propre métier. Et toi, tu arrives, quand tu dis un truc, puisque tu dis qu'il faut pas que tu défendes forcément la communauté des policiers, mais plus la communauté des spectateurs, tu arrives à faire la distance, à prendre le recul sur X années de métier, entre tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as engagé quand tu lis un projet, de pas partir tout de suite dans tout ce qui va pas, t'arrives à prendre ce recul-là? Oui, j'arrive à prendre ce recul-là. Pourquoi? Parce que je l'ai pas dit aussi, mais je suis cinéphile, et pas plus tard qu'hier soir, j'ai regardé, y a-t-il un président pour sauver la reine? Alors je ne sais pas. Y a-t-il un flic, pardon, pour sauver la reine? Alors je ne sais pas si vous connaissez la trilogie, voilà, avec Leslie Nielsen, mais en tant que policier, j'aurais beaucoup de critiques à apporter. Mais c'est aux États-Unis. Peut-être que là-bas ça se passe comme ça. Peut-être que les voitures rentrent dans les échafaudages à chaque fois qu'on se gare là-bas. On a une vision des choses qui est quand même le loisir, etc. Et donc moi, en tant que policier, je regarde pas ça en disant n'importe quoi. Ça se passe pas comme ça. On est un spectateur, il est prêt à faire une concession. Voilà. Quand James Bond il casse une vitre avec son doigt, ça risque de vexer les vitriers en France qui vont se dire mais attendez, les vitres qu'on fabrique sont beaucoup plus solides que ça. Mais le héros c'est James Bond, c'est pas le mec qui a fabriqué la vitre. C'est la magie du cinéma, c'est la magie de la télévision. Alors l'arbitrage, pour moi, il est totalement différent. En fait, c'est basé sur les valeurs. C'est-à-dire que c'est pas trop les faits en soi, c'est vraiment les valeurs défendues par l'institution militaire. Donc je vais donner un exemple. Dans Le Chant du Loup, dans le scénario original, on avait donc le personnage de François Civil qui fumait un joint dans le sous-marin. Ouais. Donc le scénariste en avait besoin pour la suite de son récit. Il passait un test, c'est ça, je sais plus. Voilà, il passe un test qui évidemment revient positif à la drogue et du coup il se fait débarquer de l'équipage. Ce qui se passe comme ça, on a des tests anti-drogue très régulièrement et on ne part pas en mission si on a fumé juste avant. C'est rassurant. Voilà. Alors, quand on a lu le scénario et qu'on a vu, donc, non seulement, voilà, le personnage principal qui fume de la drogue, mais en plus, à l'intérieur du sous-marin et comme par hasard à côté des ogives nucléaires. Ça commence à faire beaucoup. On s'est dit qu'il allait falloir proposer un petit compromis parce que on comprenait bien, en fait, l'aléa. Il fallait que le héros touche un peu le fond dans son histoire. Mais c'était pas possible pour nous de laisser voir qu'on autorisait ou qu'on laissait passer de la drogue dans un sous-marin nucléaire. Ça, c'était juste pas possible. Ce sont des équipes de professionnels, d'élite. Et ce n'est pas une comédie en l'occurrence. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas une comédie. On n'est pas sur À toute allure. Et là, c'était important de mentionner que les sous-mariniers, ils prennent très au sérieux, évidemment, leur métier et jamais, en fait, ils feraient une chose comme ça. Ça veut pas dire que le héros ne peut pas fumer, boire, avoir des comportements délictueux, mais à l'intérieur du sous-marin, en mission, c'était impossible pour nous. Et la solution, ouais. Donc la solution, on a beaucoup discuté avec Antonin Baudry et il a tout à fait compris. La solution, c'est que du coup, il va fumer un joint avec sa copine chez lui, dans le civil, en fait, donc dans un autre cadre. Et après, le résultat est le même, c'est-à-dire que il est contrôlé positif, il ne part pas en mission. Et le scénario peut dérouler correctement. Et le scénario s'est déroulé et voilà, ça a convenu à tout le monde. Parfois, effectivement, les retours qui peuvent nous sembler, nous, contraignants, scénaristes du côté des experts, pour moi, je les prends comme des opportunités de trouver des solutions avec vous, justement. Et il y a toujours des solutions. La contrainte est même créative, en fait, en scénario. On nous dit ça, c'est pas possible. Et moi, je vais dire, alors, qu'est-ce que tu me proposes? Et souvent, en face, on a des réponses, on construit, en fait, des solutions. Voilà, pour les scénaristes qui nous écoutent, il faut pas se braquer si les retours sont négatifs ou si ils sont bloquants. L'idée, c'est de rebondir dessus. Comme avec des producteurs, finalement, quoi. Les réserves sont pas des murs, c'est un moyen, c'est un début de dialogue. Exactement. C'est ça. En fait, on n'a pas de blocage. On va pas dire non, ça, c'est pas possible et
se figer dans cette Ce attitude. scénario n'existera pas, au Voilà. revoir. Non, certainement pas. Nous, l'appellation de consultant, c'est vraiment ce rôle de conseil qui est très important. Et on est là pour trouver des solutions. Et justement, on explique aussi les raisons du blocage en interne. Et là, voilà, sur une grosse production comme celle d'Antonin Baudry, ça s'était très bien passé. Ça, c'est très important ce que tu dis, parce que avant de dire non, ça c'est pas possible, le consultant, il doit avoir la réponse à l'autre question qui va venir, c'est et donc. Et une bonne solution, une solution qui parfois même, je ne veux pas choper la grosse tête, mais quelquefois, j'ai eu un retour en disant « Ah, c'est encore mieux comme ça ». Et justement, on va y revenir juste après sur ces anecdotes-là, juste pour finir avec toi, Angélique. Du coup, toi, quand tu lis, comment toi, tu fais les arbitrages dans les retours que tu fais entre donc, le réel et la fiction ? Je fais la même réponse que mes collègues du jour. C'est-à-dire que quand on lit une comédie et qu'on sait que les ficelles sont grossières, non pas que ce soit mal écrit, mais effectivement, ce serait, je sais pas, un juge adepte du parachutisme qui arriverait tous les matins sur le palais de justice en parachute, c'est une idée de film. Mais on dirait, il est rare pour un magistrat d'arriver en parachute, mais c'est pas grave. Et voilà, il y a pas. Là où on fait attention, c'est quand par définition ça n'est pas une comédie et qu'on veut montrer une image de la justice. Il y a aucune censure de notre côté quand on relie et qu'on fait des propositions. C'est pas notre travail, mais on s'attache aux valeurs, c'est important. L'intégrité de la justice, les qualités d'écoute des magistrats, l'humanité, ça, on veut que ça figure. Et c'est vrai que quand on a un juge qui fait un peu n'importe quoi ou qui est incompétent ou qu'on sent dans le scénario qu'il est toujours énervé, qu'il agresse les avocats. Là, j'en ai lu un récemment où la juge a une vengeance particulière depuis telle époque contre un avocat. En fait, ça n'est pas crédible au sens de d'abord, c'était impossible juridiquement qu'il y ait eu une collusion entre eux à tel moment. Donc ça. Okay. Et puis, ça montre quand même une image très dégradée de la magistrature et de cette juge en particulier. Et donc là, on dit, moi, j'apporte un bémol en disant, en fait, ça me paraît compliqué. Même si on sait que dans la réalité, il y a effectivement des animosités entre certains magistrats et certains avocats qui sont souvent publiques dans la presse. Donc, on va pas dire que ça n'existe pas, mais c'est la façon dont c'est amené. On essaye, nous, que ce soit plus crédible et que ça ne fasse pas de mal, on va dire, à l'institution judiciaire. Il y a quand même cette valeur-là qui est défendue, même si après, encore une fois, les scénaristes prennent ou prennent pas, mais en tout cas, au moins, ils ont un avis autre qui est donné, ce qui est intéressant. Oui, ça c'est très intéressant ce que tu dis, parce que vous pouvez être confronté en tant que consultant à un biais idéologique dans ce qu'on vous demande. Et ça, c'est extrêmement difficile d'y répondre. Il y a la question de l'intention du projet, et il y a un projet qui parle de n'importe quoi, et donc là, c'est pas le projet du film que de parler de ça, mais ça va être une scène, et ça va être un biais de scénariste, qui vont être deux choses. Par exemple, est-ce que ça change pour toi quand tu sens qu'il y a un vœu du projet d'aller dans un sens idéologique versus juste une scène qui est maladroite où tu vas dire, non, là, ça se passe pas comme ça. T'as tout à fait bien posé le débat, parce qu'il y a le côté idéologique. Là, on le perçoit très vite, très rapidement. C'est une question de bon sens, souvent, qu'il soit politique, qu'il soit sociétal. Ça va structurer tout le projet, par exemple. Voilà, c'est le but du projet, c'est de faire passer un message. Ça, vous allez tout de suite le comprendre. Et puis, il y a aussi, effectivement, la maladresse. L'exemple type, c'est le policier qui pète un plomb. Face à un tueur d'enfants, par exemple, le policier pète un plomb. Parce que c'est trop pour lui, parce que voilà. Alors, comment ça va se traduire ? Alors, effectivement, qu'il ait une pulsion de violence, etc. Ça peut être réel, qui sorte son flingue pour buter le gars pendant l'audition. Bon là, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Oui, même si c'est pas un truc idéologique du projet, c'est juste que là, ça va un peu loin par rapport à ce qui peut se présenter, quoi. Mais il faut montrer que le policier va péter un plomb. Il faut le montrer quand même. On le voit. Par exemple, dans Les Disparus de la gare, il y a à un moment donné Hugo Becker qui joue le rôle du chef de groupe, qui va péter un plomb lors d'une reconstitution. Et ça. On a travaillé à cette façon de faire. On perçoit tout à fait son énervement, on perçoit tout à fait son désespoir, on perçoit tout à fait sa violence. On voit que ça dépasse le cadre, mais pas dans des proportions. Voilà, mais on perçoit aussi la volonté des collègues de le contenir pour éviter une bavure, comme on dit. On perçoit aussi le fait qu'il se contraint lui-même à se contrôler. Enfin, voilà. Et tout ça, ça va se construire justement avec le consultant que j'étais à l'époque. Mais il fallait montrer quelque chose. S'il n'y a pas de consultant, ça va être tout de suite excessif. Ok, oui, Marine, sur le côté des biais idéologiques des projets, est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes confronté souvent au ministère des Armées ? Est-ce que de toute façon vous êtes juste sur les faits et vous parlez que des faits et après les scénaristes font leur vie ? On a rarement des projets orientés idéologiquement, ça peut arriver. C'est arrivé une fois sur un projet, et le seul, je tiens à dire, qu'on ait refusé, parce que le scénariste n'a pas voulu travailler avec nous. On a reçu donc un projet de scénario qui se déroulait en opération extérieure avec les personnels de l'armée de terre, et donc il y avait 4 personnes de l'armée de terre qui étaient tous des pourris.
un drogué, un violent, un meurtrier et leur chef qui couvrait tout ça et qui était en plus trafiquant de drogue sur un théâtre d'opération extérieure. Et ils viennent vous voir avec ça. Exactement. Et là, j'ai essayé de dire aux scénaristes, je comprends que vous vouliez montrer des parcours de vie un peu accidentés, etc. Mais on n'a aucun personnage militaire positif déjà. Donc ça, c'est quand même un début. Alors que effectivement, il y a des parcours personnels qui peuvent être un peu traumatiques, et ça, on peut le comprendre. Mais on peut pas représenter tous les militaires de cette façon-là. Est-ce que de temps en temps, on n'a pas un militaire bien dans sa peau, content d'être en opération extérieure? Si, on en a et aussi. puis même, quel conseil donner? Après, il faut les trouver, ces profils, pour les présenter. Exactement. Et là, ce qui était le plus dérangeant, c'était que toutes ces dérives étaient en plus couvertes par leur chef, qui était lui-même trafiquant de drogue sur le théâtre d'opération extérieure. Et ça, clairement, en termes de valeur à défendre pour l'institution, c'est pas possible. On peut pas avoir une hiérarchie qui couvre des comportements délictueux. Il n'y avait aucune porte d'entrée pour vous, ouais. Absolument pas. Et du coup, le scénariste était vraiment parti sur cette idée-là, c'est ce qu'il voulait raconter. Donc là, pas de souci. Nous, on leur a dit, si on peut pas discuter ensemble, essayer de trouver des biais, vous êtes tout à fait libre de faire votre projet, mais ça sera pas avec nous. Vous n'êtes pas contre le projet, c'est juste... non, mais pas du tout. Ouais, tout à pas fait. du tout, Okay. mais ça sera sans nous. C'est important de leur dire aussi, pardon. Pour compléter, quand on est scénariste, l'intérêt d'avoir des consultants sur les projets, c'est justement de casser les clichés et d'aller chercher la complexité humaine, parce que le monde n'est pas tout noir ou tout blanc, il y a effectivement des nuances de gris, donc d'aller chercher cette complexité-là, et du coup de ne pas faire discours et de faire fiction, et de se laisser surprendre par ce que vous allez nous raconter, vous, consultant, quand tu parles d'un flic qui pète un câble. Moi, si j'ai envie de l'écrire, je vais l'écrire, mais toi, si tu me dis, tiens, je te propose ça, plutôt qu'il sort son pistolet et qu'il tire, et que je trouve que cette idée est géniale, je la prends en fait. Oui, le projet gagne toujours. Juste pour toi, Angélique, parce que je sais que justement cette question idéologique sont un peu là-dessus. En ce moment, rien n'est plus actuel que la question de la représentation de la magistrature en ce moment dans les médias. Toi, est-ce que ça t'arrive régulièrement d'avoir des projets dont tu sens dans le fond qu'il y a un projet vis-à-vis de la représentation du droit, des magistrats, des avocats, etc. Est-ce que ça change quelque chose encore une fois à ta façon de faire des retours ou pas? Pour l'instant, les projets que j'ai lus portent plutôt sur le rôle du magistrat à un moment donné dans le film, ou de la justice. Ok. Plutôt de la justice. Donc, j'ai jamais lu vraiment de scénario qui ne concernerait que l'institution ou la magistrature, enfin un magistrat particulier. Après, moi, j'ai pas d'idéologie, mais je pense que c'est comme dans la police et dans l'armée. Évidemment que dans la magistrature, il peut y avoir des comportements qui posent problème, et on a un conseil supérieur de la magistrature qui s'occupe de la déontologie, et il peut y avoir des sanctions. Mais sur les 9500 magistrats français, je pense qu'il y en a 95% qui ne posent pas de problème, j'espère. Et donc, c'est vrai que c'est plutôt cette image-là qu'on a envie de véhiculer. Mais c'est sûr qu'elle fait moins rêver que le magistrat corrompu ou le magistrat qui s'énerve. Ce qui marche en fiction, c'est le drama aussi. Donc forcément, c'est un sacré... Je comprends que les intérêts de la fiction soient... voilà. Mais j'ai hâte de voir le film qui sera nécessairement fait sur l'actualité judiciaire. Ça, oui. On sait tous de quelle affaire on parle. Oui, Franck, t'allais rebondir? Oui, je vais juste rebondir. Par exemple, on peut pas demander à la mission d'un ministère, la mission cinéma d'un ministère, d'être au générique en cautionnant une œuvre qui va détruire le ministère concerné. C'est pas possible. Moi, à titre personnel, puisque je l'ai fait à titre personnel jusque-là, ce que j'ai fait, je me vois tout à fait conseiller un film ou une série dont le héros principal serait un flic complètement con, raciste, sexiste, violent, etc. Ça me dérange pas du tout de participer à cette œuvre-là, à partir du moment où on me demande pas de cautionner une œuvre où tous les flics sont cons, racistes, violents et sexistes. Voilà, c'est uniquement ça. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que toi tu parles vraiment en indépendance, c'est-à-dire que tu n'es pas missionné par un ministère, jusqu'ici en tout cas, sur des projets. Pour l'instant. Marine, t'as abordé tout à l'heure l'exemple du Chant du Loup. Est-ce que vous avez des exemples de solutions inattendues que vous avez suggérées pour faire fonctionner une scène ou un scénario? Une des contraintes majeures quand on travaille avec le ministère des Armées, c'est que quand on tourne chez nous, il y a toujours la priorité opérationnelle. Et quand on a un tournage qui est prévu depuis de longs mois et qu'au dernier moment, on a par exemple une frégate qui part en intervention ou un hélicoptère qui part en intervention, et ben la réalisation se dit « Oh mon Dieu, tout mon film va tomber à l'eau, c'était la scène clé, etc. » Et donc c'est arrivé sur le film Volontaire d'Hélène Filière, où il y avait une scène d'évacuation qui était prévue par hélicoptère. Et en fait, le vrai hélicoptère est parti en vraie mission d'évacuation. Mais sans caméra. Sans caméra, voilà. Et du coup, il a fallu trouver une solution, mais c'est pour ça aussi qu'on est là. Et on a proposé en fait de faire la même scène, mais à partir de Zodiac. Et donc, on a transformé
la scène d'évacuation d'hélicoptère en scène d'évacuation par Zodiac. Et finalement, la réalisatrice était ravie parce qu'elle a trouvé que ça rendait mieux que ce qu'elle avait pensé au départ. C'était au dernier moment, c'était quand ça? C'était le jour même que ça s'est C'était décidé? le jour même. Et le jour même, vous avez pu dépêcher toute cette logistique et ils ont pu s'adapter pour tourner ça. Ouais. Ah oui, effectivement, ça va loin là. Principalement sur place, sur le tournage. Ouais, c'est là où j'ai le plus grand nombre d'anecdotes. Bon, je vais en donner qu'une seule. Il y avait une prise d'otage dans HPI qui était réalisée dans une petite supérette. Et il y avait tout un dispositif à mettre en place autour. Et effectivement, dans la manière de construire la scène, ils avaient mis un PC mobile, etc., mais très très proche de la zone. Je leur avais dit, mais il va falloir faire attention au plan, parce que si on voit que le PC il est juste en face de l'entrée de la supérette, ça va être compliqué pour la crédibilité du truc, parce que le gars, il suffit qu'il sorte, qu'il tire un coup de feu, il va forcément toucher quelqu'un, etc. Et là, il m'avait dit, non, mais on fera attention au plan, dans le rendu, ça sera pas aussi proche, etc., ce qu'ils ont très bien fait d'ailleurs. Mais ils ont recommencé la même chose, où ça m'a provoqué la même inquiétude. C'est pour ça que je tiens à raconter cette anecdote, parce que vous allez voir la chute. Et il y avait le raid qui intervenait. Ils avaient mis, pareil, le camion de la BRI ou du raid très très proche, etc. J'avais dit, mais là aussi, c'est trop proche, etc. Non, mais t'inquiète pas, parce qu'il va y avoir des plans, on va se rendre compte que c'est pas... Et donc, pourquoi je raconte cette anecdote? Parce que vous auriez bien aimé que je raconte quelque chose où je leur ai appris plein de trucs. Bah là, c'est moi qui ai appris. Parce que j'ai appris que je connaissais pas en fait le métier qu'eux faisaient, et ils m'ont appris que c'est pas parce que c'était comme ça sur place que le rendu serait celui-là. Parce que si on filme dans une direction puis dans l'autre, le spectateur il sait pas que c'est à côté. Alors par modestie, sincère, je ne vais pas raconter les choses où j'ai amélioré le sujet. Non mais c'est très intéressant aussi. J'ai préféré raconter cette histoire où, croyant que j'aurais pu améliorer les choses, je les aurais finalement peut-être plus rendues difficiles. Une des phrases qu'on entend le plus sur un plateau, c'est on va tricher. Le cadre passe pas, on va surélever le comédien est sur un truc de 20 cm, personne le sait, personne le voit parce qu'on cadre pas ses pieds, etc. Donc c'est tout le temps, et c'est marrant, c'est vrai que vous avez dû vous rendre compte de ça. Mais vaut mieux quand même un ange gardien sur le plateau, on sait jamais. C'est très important de prendre en considération le travail de l'autre, surtout quand on le connaît pas, parce que ça va orienter le conseil que vous allez donner. Mais vaut mieux les donner quand même. D'où l'importance de la formation. Et d'où l'importance des échanges entre les différents métiers. Et comme je sais plus qui l'a dit tout à l'heure, un scénario, c'est 100 personnes qui vont travailler derrière, avec tous les métiers que ça comporte, différents. Et donc, l'important, c'est aussi de savoir ce que fait l'autre. Y compris pour vous, ouais. Est-ce que toi, Angélique, t'as une anecdote qui te revient? Malheureusement, l'imagination est limitée par le code de procédure pénale. Donc, il y a peu de solutions qu'on peut proposer. Qui soient créatives. Voilà, qui soient créatives. Ce n'est pas l'imagination au pouvoir chez nous. On n'est pas créatif avec le droit dans votre métier, c'est pas quelque chose. Mais en revanche, comme Franck, moi, c'est dans Anatomie d'une chute. Ouais. Il y a une création qui est extraordinaire. Enfin, on a trouvé ça très intéressant, qui est cette femme qui est nommée par le juge pour rester avec l'enfant le temps du procès pour éviter les interactions avec la mère, une collusion de témoins, etc. Et en fait, un dispositif qui n'existe évidemment pas dans la justice française, mais qui est intéressant. Pourquoi pas? Qui amène même à des réflexions sur l'institution, finalement. Oui. Ou quand la fiction peut faire bouger les choses. Tu as parlé tout à l'heure, Franck, de la façon dont les personnages se parlent aussi. C'est pas seulement les faits sur l'exercice de votre métier, mais est-ce que vous avez des exemples de détails pour caractériser un personnage qui peuvent le crédibiliser vis-à-vis de votre métier, en fait? Et là, je parle vraiment du quotidien, pour le rendre moins, je sais pas, moins générique. C'est pas si simple pour deux raisons. La première, c'est le public, et dont je fais partie, est fortement imprégné des façons de faire anglo-saxonnes, avec les flics à l'américaine, ce qui englobe beaucoup de choses. La procédure, le nombre de scénarios où on peut lire votre honneur. Non, il n'y a pas votre honneur en France. En France. C'est anecdotique, mais c'est pour schématiser les... Ça, c'est inspiré typiquement du système américain. Là-bas, voilà. Et donc, le flic américain est extrêmement différent du flic français, à la fois dans sa façon d'être, dans sa façon de faire, dans les pouvoirs qui lui sont conférés, dans sa hiérarchie, etc. C'est très, très différent, ça n'a rien à voir. Mais on est tous imprégnés de séries où on voit un flic américain, où on voit un magistrat américain, où on voit un militaire américain. Et ça, c'est très important parce que là, pour le coup, vous devez dire stop parce que sinon, ça va partir dans tous les sens. Et si vous avez un comportement de flic, pour ma partie, un comportement de flic qui se rapproche plus de l'inspecteur Harry plutôt que d'un Maigret. D'un Maigret, qui est un autre excès aussi. Hein. Oui, dans un autre registre. Mais... Voilà, sans aller jusqu'à la bavure, hein, l'inspecteur la bavure, mais je veux dire, le spectateur, celui qui va regarder la fiction, il faut que parce qu'on a tous rencontré quand même plus ou moins dans notre vie un policier qui se disent mais oui, il ressemble à celui que j'ai rencontré. Et ensuite, il faut que ce soit naturel.
Le premier reproche que je fais à la manière qu'ont les comédiens de se parler entre eux dans les séries ou dans les films, alors on va dire oui, je le perçois moi parce que je suis un flic, mais non. On perçoit qu'il y a un truc qui est pas naturel. Moi, je suis désolé, mais dans un groupe où on est 5, quel que soit le grade, alors peut-être que dans la gendarmerie, ça peut être un petit peu différent, et encore, si c'est dans une section de recherche, ils vont avoir les mêmes façons d'être ensemble que dans la police judiciaire, par exemple. Eh ben, on dit pas s'il vous plaît commandant. Quand on est capitaine, on dit pas s'il vous plaît commandant. Je peux prendre 2 minutes pour aller fumer une cigarette. Non, ça se passe pas comme ça. C'est je vais fumer une clope. C'est très drôle parce que nous justement dans l'armée, on dirait ça. On dirait mon commandant. Est-ce que je peux prendre 2 minutes pour aller fumer une cigarette? Oui, donc dans la gendarmerie aussi, par extension. Enfin, du coup, c'est ça qu'entre police et gendarmerie, ça peut. Oui, donc déjà d'un métier à l'autre, faut pas forcément tout projeter. Ok, toi, Marine, du coup, sur comment on peut crédibiliser ou donner de vie ou corps à un personnage de militaire quand on connaît pas trop, quand on est scénariste. Alors, il y a 2 choses surtout qui reviennent un peu systématiquement chez les scénaristes plus ou moins expérimentés qui écrivent sur les armées. Premièrement, les militaires sont toujours trop vieux. En fait, les militaires sont jeunes, tous. On a souvent des personnages de chefs de corps, des généraux, des amiraux qui ont 60 ans, etc. Un peu à l'américaine, encore une fois. La dernière mission avant la retraite. Exactement. Et pas du tout. En fait, un chef de corps, donc quelqu'un qui gère 1 millier de soldats, il a entre 40 et 42 ans. Un militaire du rang, il a la vingtaine. Un jeune officier, il peut avoir 25 ans. On est sur une institution très jeune. Généralement, moi, j'enlève 10 ans direct dans tous les scénarios que je reçois quand j'ai les agents. Après, quand les acteurs bankable ont tous 60 ans, ça devient compliqué pour les producteurs. Alors mais là, c'est un autre sujet. Je ne fais pas le casting. Je pense que c'est l'un des trucs qui peut arriver. Mais en tout cas, c'est important de le dire parce qu'on le sait pas forcément. Absolument. Donc, en fait, c'est beaucoup plus jeune que ce qu'on pense. Et la deuxième chose qui me vient aussi à l'esprit, c'est qu'on voit souvent le militaire comme seul. Et là aussi, je pense que c'est un peu l'image américaine qui déteint. Mais en fait, on n'est jamais seul dans les armées. On est tout le temps soit au minimum en groupe, donc au moins 6, mais le plus souvent au moins en section, donc au moins 30. Ah oui. En fait, le héros solitaire type American Sniper, non, ça n'existe pas chez nous. Okay. Et ça, c'est un caractère très important pour définir le militaire français. Il est tout le temps en groupe, c'est pas un loup solitaire. Et du coup, vous en recevez régulièrement des projets comme ça sur des militaires solitaires qui font des... Oui, bien sûr. Oui, ok. oui. Toi, Angélique, sur les magistrats? Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se connaissait pas tous les 3 avant aujourd'hui et qu'on dit les mêmes choses, en fait. Ah, mais c'est passionnant. Ah oui, c'est drôle. Je trouve ça drôle. Alors qu'en plus, vos métiers sont différents. Enfin, c'est parce que vous ne connaissiez pas. Complètement. Pour rendre un magistrat crédible, eh ben, en fait, il faut déconstruire les clichés. Et les clichés sont souvent le magistrat débordé, épuisé, qui n'en peut plus. C'est vrai qu'on a beaucoup de travail. Tous les magistrats vous le diront. Mais ce qu'on montre rarement, c'est l'envie et l'amour du métier. Et ça, je crois qu'il faut vraiment le montrer. Les magistrats adorent ce qu'ils font. Et c'est rare que ce soit montré. Alors qu'en fait, qu'est-ce qui nous fait encaisser des audiences qui durent 12 heures? Qu'est-ce qui nous fait encaisser 130 dossiers d'instruction? Ben, c'est juste qu'on aime ça. Une volonté de justice, ouais. Ben, c'est qu'on a envie de bien faire. Et donc, je crois qu'il faut le montrer. Il y a aussi l'âge. Vous avez de jeunes magistrats qui sortent de l'école, qui peuvent avoir 25 ans et qui sont extrêmement compétents. Et on a un corps qui va jusqu'à au minimum 72 ans, puisqu'on a beaucoup de magistrats honoraires. Et en fait, c'est une vraie richesse dans le corps. Donc là, on peut puiser quand même, sans faire de cliché, du magistrat de 40 ans. Voilà, on a tous les âges qui peuvent servir à jouer des rôles. Et on a un vocabulaire très précis, un jargon, beaucoup d'acronymes. Et ça, je crois que c'est ça qui va crédibiliser. C'est pas mal. En ce moment, je regarde la série Les Disparus de la Gare. Donc, je ne savais pas que c'était Franck qui avait été le consultant. Et je suis stupéfaite et émerveillée par la facilité des policiers à utiliser du vocabulaire technique sans jamais expliquer, comme si le spectateur pouvait comprendre. Donc moi, je passe ma soirée à expliquer à mon mari ce que ça veut dire, mais quand ils disent, bah voilà, il est en jave, on va le passer au canon, c'est du vocabulaire précis, technique, professionnel, et ça, je crois qu'il faut le montrer. Et il faut déconstruire le cliché américain du marteau, du votre honneur, ça c'est vrai. Voilà, on s'était pas consulté avant. Et je crois qu'il faut aussi montrer la polyvalence des magistrats en France. Parce que vous pouvez avoir une audience pénale le matin et l'après-midi, on va vous demander d'aller remplacer et de faire éventuellement juge aux affaires familiales. Et les magistrats peuvent tout faire. Et ça aussi, moi, je voudrais que ce soit montré. Et même sur un même sujet, l'éventail du sujet, parce qu'on a parlé de propriété intellectuelle dans ce podcast précédemment, un magistrat peut aussi bien arbitrer sur l'authenticité d'un fromage AOP que sur le droit d'un scénario, quoi. Parce que dans les deux cas, c'est la propriété intellectuelle et le magistrat va être investi sur les deux cas. Donc c'est vrai que c'est assez large. Ouais, t'as à rebondir, Christelle? Non, mais je voulais rebondir sur la notion du cliché parce que pour nous, scénaristes, on se jette dessus, c'est tellement
pratique. Mais c'est pas mal de partir d'un cliché. Le problème, c'est qu'il faut pas y rester sur le cliché. Et pour ne pas rester sur le cliché, pour le déconstruire, c'est justement d'aller rencontrer cette altérité, la différence, l'anecdote auprès de vous consultants. Oui, alors pour rebondir sur le cliché, par exemple, c'est pas facile non plus pour celui qui réalise une fiction d'aller à l'encontre de ce que le spectateur a envie d'entendre. Et de l'idée Alors reçue. c'est souvent le chef, il fait chier le subordonné. Mais non, moi j'ai eu plein de chefs qui m'ont facilité les choses, qui m'ont aidé dans mon travail. C'est pas alors bien sûr, c'est moins bankable de servir ça comme soupe, mais ça existe aussi. Faut aussi avoir le courage de déconstruire des clichés, mais en expliquant une autre réalité qui va plaire aussi, si c'est bien fait. Et pour revenir sur ce que disait Angélique, puisque j'ai eu la chance de conseiller la série des Disparus, j'ai tenu effectivement dans mes conseils à leur dire attention. Là, on n'est pas dans HPI, on est dans une série réelle qui va traiter de la vraie vie, et donc il faut un peu quand même se comporter comme on se comporterait dans la vraie vie. Effectivement, un chef de groupe ou quelqu'un dans un groupe de la PJ, comme c'est le cas avec les Disparus, il va pas dire le met en garde à vue, il va dire allez en gave, en GAV, voilà, il va utiliser des termes comme ça. Et pourquoi j'ai tenu à le faire ? Parce que c'est pas grave si les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Parce que moi, j'ai beaucoup appris de la part de mes enfants, peut-être plus que je leur ai appris des choses d'ailleurs. Et j'ai remarqué une chose, c'est que maintenant, les gens regardent la télé avec leur téléphone dans la main. Et alors, ils adorent ne pas comprendre le mot ou l'acronyme, taper sur son téléphone le truc, et bim, ils ont la réponse. Et là, ils ont vraiment appris quelque chose, et ils sont tout contents. Et donc, on satisfait aussi les personnes en attisant leur curiosité. Ça marche pas au cinéma. Même quand on est chez soi, j'ai vu Laurence d'Arabie récemment, donc il y a tout un contexte géopolitique d'époque que je connaissais pas. Je passais mon temps avec mon téléphone à dire mais qu'est-ce qui s'est passé géopolitiquement dans cette zone pendant la Première Guerre mondiale ? Je comprends pas pourquoi lui il fait ça. Et donc du coup, je pouvais suivre le film en parallèle et j'étais jamais perdu. Et c'est vrai que du coup, ça vous donne les possibilités d'être plus technique. Pardon, Christelle, oui, t'allais rebondir. La question du jargon de votre métier, effectivement, c'est un subtil dosage entre jusqu'où on va. Mais je pense que c'est très important d'en mettre pour cette histoire de crédibilité. Et puis parce que le spectateur, il achète. Et même s'il ne comprend pas l'acronyme GAV, enfin, il a compris le sens de ce qui se passe. C'est-à-dire, ce gars va partir au trou, quoi. Enfin. Puis même s'il le comprend pas, j'imagine que la scène d'après, on le voit y aller. Donc, on a compris dans la scène d'après. Donc, il faut juste attendre 2 minutes. Mais il y a quand même un vrai sujet parce que je pense que ça, c'est pour défendre les scénaristes. C'est vrai que le langage technique, mais quel qu'il soit, est un peu rebutant et la fluidité du dialogue, que ce soit pour les comédiens, pour le jeu, pour tout ça, plus on emploie des termes un peu génériques, plus c'est fluide à écouter aussi. Donc c'est pas toujours simple de répondre à vos exigences un peu techniques, quoi. Ou tout simplement, j'ai un comédien qui m'a demandé, parce que ce terme, cet acronyme apparaissait dans la scène, on dit az ou azeux. Ne serait-ce que les prononciations. On a beaucoup parlé des valeurs qui sont véhiculées vis-à-vis de votre métier. J'ai quand même envie de repasser un peu de temps dessus. Quelle image de votre métier avez-vous le sentiment que la fiction française en particulier véhicule ? C'est des choses qu'on n'a pas abordées. Et qu'est-ce que vous aimeriez du coup en creux défendre de ce qui n'est pas représenté ? Il y a des choses peut-être qui sont pas représentées vis-à-vis de votre métier. Alors pour la police, pour ma partie, Vas-y. le flic, il est quand même souvent confronté à la noirceur de son quotidien. Ça influence toute sa vie privée, sa vie familiale, etc. Il boit, il est divorcé. Voilà. Alors, il y a quand même un gros fond de vérité. Beaucoup trouvaient excessif, par exemple, la vision de Marshall sur le policier, en disant c'est une caricature, etc. C'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus, parce que il décrit quand même, en appuyant sur certaines choses, une réalité. Parce qu'effectivement, le quotidien d'un policier, il est pas simple. Il influence énormément son comportement personnel. Il influence énormément sa personne. Moi, j'étais quand même beaucoup plus insouciant avant d'entrer dans la police qu'en ressortant. J'avais une considération de l'espèce humaine différente avant d'entrer dans la police que je ne l'ai aujourd'hui. J'imagine que différente est un euphémisme. Ça abîme quand même 30 ans avec ce quotidien. Ça ne peut pas ne pas influencer votre personnalité, votre façon d'être, votre vie et votre entourage, tout simplement. Et en ce qui concerne la justice, en tout cas les magistrats, en fonction des films, si ce sont des comédies ou si ce sont des films un peu plus sérieux, l'image véhiculée n'est jamais la même. Ça, c'est évident. Donc, c'est difficile de répondre à la question comme ça, voilà, de généraliser. Mais ce qui est vrai, c'est que le métier de magistrat, c'est aussi un métier qui abîme. Et je crois que ce qu'il faut montrer, c'est comment on arrive à tenir ce métier pendant plus de 40 ans. Et comment on y arrive ? Eh ben, il y a beaucoup de réponses. La première, c'est que, je sais pas si chez les policiers c'est pareil, mais nous, on a la possibilité de changer de fonction. Donc, de passer de juge d'instruction à juge aux affaires familiales, à juge d'application des peines, juge des enfants. Donc, ça permet à chaque fois de revivre de la nouveauté,
ce qui est quand même excitant, hein, c'est toujours un peu excitant, la nouveauté, de réapprendre des choses et puis de se former à d'autres contentieux, d'autres disciplines. Donc il y a ça, il faut aussi avoir une solide vie en dehors, qu'elle soit personnelle ou sportive, amicale, culturelle, parce que c'est vraiment effectivement un métier très très prenant. Essayer de montrer aussi l'ouverture de la magistrature sur les autres métiers. Quand on voit les juges là qui débarquent sur les scènes de crime et puis qui donnent des ordres à tout le monde, très énervés, comme si les policiers ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Mais bien sûr qu'ils savent ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est toujours un petit peu gênant de se dire que nous, on le ferait pas. Quand gentiment les policiers, les gendarmes nous disent « Est-ce que vous voulez venir demain pour le dispositif d'interpel ?» qu'on est à la caserne avec eux ou au commissariat à 5h du matin parce que, comme ils disent, on tape à 6. Donc il faut y être avant qu'ils partent et de voir que tous ces gens se sont levés à 3h30, 4h du matin et qu'en fait, ils sont contents d'y aller alors que nous, on se dit « Oh là là, j'aurais bien dormi plus !» Il faut montrer ça, il faut montrer toutes les réunions qu'on a en dehors qui font que vraiment on est ouvert vers la société, vers les dispositifs d'aide aux enfants, vers quand on est juge des tutelles, vers tous les mandataires judiciaires qui interviennent pour les personnes protégées. Et ça vous rend riche. Voilà, si on pouvait essayer de montrer ça, ce serait bien. Et puis je voudrais rebondir aussi sur l'histoire du cliché, parce que le cliché, souvent il part de quelque chose qui a été réel à une époque, et je vais citer la série Sambre à laquelle j'ai participé indirectement. Je suis le commandant qui a interpellé Dino Scala. Donc les auditeurs ne le savent pas forcément, donc c'est bien de le dire, tu l'as pas encore dit. Ok. Donc on était plusieurs à travailler quand même sur cette affaire, donc j'ai pas envie d'être le seul. Mais voilà, donc j'ai rencontré Jean-Xavier de Lestrade, j'ai pas participé, j'ai rencontré de nombreuses reprises Alice Géraud qui a écrit Sambre. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai participé de manière indirecte. Et lorsqu'on parle de cliché, pourquoi je parle de ça? Parce que lorsqu'on parle de cliché, il y a le cliché du flic sexiste qui considère la victime de viol comme quasiment responsable de ce qui lui arrive, etc. Aujourd'hui, c'est un cliché, mais il fut un temps où c'était pas un cliché. Parce que la série s'étale sur plusieurs décennies. Voilà, à l'époque où elle commence. Il fut un temps où c'était pas un cliché. Pourquoi c'était pas un cliché? Parce que il n'y avait pas que les flics qui étaient comme ça. La société, dans son entièreté, était comme ça. Et il suffit de regarder quelques reportages qu'on voit de l'INA ou des micro-trottoirs réalisés dans les rues dans les années 70, en demandant quel point de vue vous avez sur le viol. Vous allez tomber de votre chaise en écoutant les réponses d'hommes et de femmes d'ailleurs, hein, parce que voilà, moi comme je dis toujours dans l'histoire du violeur de la Sambre, il y a des femmes policières qui ont eu des manières d'agir avec les victimes. Aucun policier homme sexiste, machiste, tout n'a rien à lui envier. Hein. Donc voilà, c'était vraiment sociétal à l'époque. Aujourd'hui, c'est un cliché. C'est important de s'actualiser sur ce qui est devenu un cliché dans la fiction. Et puis surtout, ne pas juger le présent à l'aune de ce qui faisait société il y a 50 ans. Je voulais intervenir sur quelle représentation de vos métiers respectifs effectivement dans la fiction que vous aimeriez connaître. Il y a aussi nous scénaristes d'aller chercher des métiers dans vos institutions qu'on ne connaît pas ou qu'on voit peu. Et ça, c'est vrai que le rôle d'émissions qui organise des découvertes de métiers, que ce soit au ministère de l'Intérieur où on a pu découvrir par exemple au CBC, donc l'office qui lutte contre le trafic des biens culturels par exemple, qui a été d'ailleurs saisi là sur le Louvre, mais aussi par exemple à l'armée les infirmières militaires, la justice, il y a aussi d'autres métiers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ce fameux cliché du flic, du militaire ou du magistrat. Ça se passe comment ces journées du coup? Comme des portes ouvertes, on présente ce qu'on fait? Alors oui, ce sont les missions cinéma de ces ministères qui nous invitent, scénaristes, réalisateurs effectivement, qui nous invitent à rencontrer des métiers en particulier qui focus sur des services en particulier. Les personnes viennent présenter leur métier, nous on peut échanger avec elles, on peut leur poser des questions. C'est pas des portes ouvertes parce que les portes ouvertes à l'armée, c'est pas porte ouverte, on va dire mission découverte, fenêtre ouverte peut-être. Mission découverte, voilà. Non mais c'est intéressant parce que justement ça m'amène aussi à ma question d'après qui est la dimension de votre métier ou de la spécialité peut-être que vous ne trouvez pas suffisamment investie par la fiction. Oui, alors ça va poursuivre ce que disait Christelle. Il y a un nombre considérable de métiers et de personnel, par exemple au ministère de l'Intérieur, des gens qui font un travail formidable, qui ne sont jamais mis en avant, jamais mis en lumière et dont on ne parle même jamais finalement dans les séries. Et je vais revenir sur cet exemple du violeur de la Sambre, une enquête où 2 femmes qui étaient des documentalistes, qui travaillaient au service régional de documentation criminelle, qu'on appelle administratives, parce que dans la police, il y a ce terme que j'adore, et les actifs.
et non pas les inactifs. Quitte à dire les actifs, ils auraient pu dire les inactifs. Il y a les actifs et les administratifs. Mais les administratifs, en l'espèce les administratives, je parle de 2 femmes, font un travail énorme, indispensable à notre travail à nous, les enquêteurs. Et par exemple, ils sont pas assez mis en lumière dans les fictions parce que ce sont des personnes de l'ombre et du coup on les laisse dans l'ombre. Parce que c'est pas visuel, c'est pas de l'action physique. C'est pas visuel, mais c'est extrêmement important. Alors, c'est aussi, à mon avis, le rôle des créateurs de rendre visuel ce qui ne l'est pas. Hein. C'est un peu leur mission aussi à ceux qui nous font rêver, c'est de nous faire rêver avec des gens dont on parle jamais finalement. C'est ça qui est important. Et par exemple, là, ces 2 femmes dont je parle, Christine et Elisiane, eh bien, pendant 30 ans de leur vie, alors c'est pas visuel, c'est sûr. Elles ont rempli des tableaux, des trucs, elles ont collationné des renseignements, etc. Et tous ces renseignements ont été pour moi d'une aide extraordinaire dans la résolution de cette affaire. Et on ne parle jamais de ces femmes-là, en fait. C'est super important ce que tu dis, d'autant plus que là, en l'occurrence, non seulement c'est ton métier, mais en plus c'est ton affaire. J'ai un petit peu les mêmes interrogations et parfois remarques que Franck dans la police. On a affaire assez souvent au cliché du militaire du temps du service militaire, qui s'est quand même fini il y a bientôt 40 ans, 30. Ouais. C'est vraiment une autre génération. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment l'image de ce militaire sous-officier un peu vieillissant qui encadre des jeunes et qui leur fait faire des choses sans but. Tout ça, ça n'existe plus. Hein. Depuis l'armée d'active, on en est très loin. Comme je disais tout à l'heure, il y a eu quand même un fort rajeunissement de tout le monde. Ça, c'est important. Et il y a une multiplicité des métiers, comme dans la police nationale, qui est malheureusement méconnue. Donc, c'est pour ça que nous, la mission cinéma, on travaille énormément à mettre en valeur ces métiers. Des choses très techniques, des cybercombattants. Alors nous, on fait pas la distinction entre administratif et terrain, parce qu'en fait, tous les militaires, y compris les informaticiens, y compris les secrétaires et les RH, sont des militaires, vont sur le terrain, font leurs épreuves sportives. Donc les étudiants même, les ingénieurs, quand tu es à Polytechnique ou autre, on est, il me semble, déjà militaire. Alors oui, Polytechnique, ils ont effectivement le statut militaire, mais d'élèves en fait. Hein. Il y a quand même quelque chose de global, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation qui sont faites entre le terrain et Non, pas du tout. Et c'est vrai qu'on a plein de spécialités. On dit souvent dans l'armée de terre que c'est l'armée aux 400 métiers. Et c'est ça, on a le même statut et on peut être mécanicien, on peut être informaticien, fantassin comme on voit. Et malheureusement, mais c'est du fait de la méconnaissance, les scénaristes viennent souvent nous voir pour un personnage de légionnaire, force spéciale, de pilote d'avion de chasse, force spéciale, etc. Et en fait, il y a plein d'autres arènes qu'on peut vous proposer qui sont passionnantes. Vas-y, déroule-en quelques-unes parce qu'on y est. Je fais la publicité, du coup, c'est parti. C'est le moment. Alors, effectivement, là, on a la chance de travailler sur une série actuellement sur le service de santé des armées qui est passionnant. Donc, non seulement les médecins militaires, infirmiers militaires, on a aussi des vétérinaires militaires, plein de spécificités comme ça qui sont assez méconnues. Ce sont des médecins, en fait, et des soignants qui partent avec nous en opération. Ils ont vraiment une spécificité dans la médecine de guerre. On a des personnes qui sont spécialisées dans tout ce qui est mécanique, par exemple, d'armes à feu. On a des mécaniciens spécialisés dans l'entretien des canons, des choses qui sont hyper précises, hyper soigneuses. Enfin, c'est vraiment de la haute technicité. C'est très intéressant. On a des gens qui sont tout simplement chargés d'approvisionner en essence, en carburant les unités quand elles sont sur le terrain. Ça a l'air un petit peu incongru dit comme ça, mais en fait on a des gens et on peut pas avancer sans eux. Les forces spéciales et autres légionnaires et moi-même j'ai des troupes de marine, on peut pas avancer sans eux sur le terrain. Le gars qui va nous apporter la citerne de carburant au milieu du désert, on est très très content de le voir et on n'a jamais d'histoire sur lui. Venez raconter des histoires sur lui. C'est un métier spécifique aussi, ouais. Voilà, maintenant on a aussi des spécificités un petit peu plus sexy qui parlent, mais comme les pilotes de drones. Très actuel, ouais. Voilà, très actuel, mais c'est une formation hyper spécifique. On a une seule unité en France qui le fait. Il y a une réglementation, pareil, très poussée. Donc voilà, pilote de drone, c'est pas juste un joueur avec un joystick, c'est un militaire qui agit au sein d'un groupe, comme toujours entouré, qui est capable de sortir de son véhicule, de déployer son drone, d'être dans une action de feu, de remonter dans son véhicule et de repartir. Et tous les exemples que tu nous as cités là, je me semble, sont des exemples plus visuels et ou sociaux, parce que ce que cherche souvent le scénariste, c'est des histoires humaines et visuelles pour l'image. Et là, en l'occurrence, pour le coup, il n'y a plus d'excuses, parce qu'on n'est même plus une question de papier ou d'écran, on est vraiment sur des questions de terrain, quoi. Absolument. C'est passionnant de pouvoir un peu élargir tout ça. Oui, Christelle, t'allais... Justement, nous, quand on forme des experts à devenir consultants, on les met dans un petit jeu de rôle où nous, scénaristes, je travaille avec Ludo Duclari, on imagine un petit scénario en fonction de leur spécialité.
Et c'est là, donc, quand on découvre les métiers des stagiaires en formation, on est comme devant un sapin de Noël. Parce des que, enfants devant. ouais, Oui. mais c'est génial. Voilà, on peut imaginer panne de carburant, ça n'arrive pas, plasma sanguin dans un hôpital militaire, il n'y a plus assez d'eau, comment font les infirmiers militaires. C'est passionnant, en fait. Et nous, on est vraiment ravis de découvrir de nouveaux métiers, ou pareil, à la justice, le métier de greffier, souvent dans la fiction française, on a l'impression que c'est un peu un gras de papier. Or, pas du tout. Nous-mêmes, on apprend que c'est un métier extrêmement important. La garantie de bonne conduite d'un procès, de la procédure. Si tu parles de sapin de Noël, parce que le métier, on en parle des fois dans notre podcast, l'essence du métier de scénariste, c'est de trouver des problèmes et non de les résoudre. Donc en fait, c'est un bonheur quand on est à un endroit où on dit, mais il peut se passer tellement de problèmes, c'est trop bien. On peut Alors c'est imaginer ça, plein de trucs. oui, autre chose que juste sur un terrain militaire, c'est-à-dire des nouvelles arènes, des nouveaux personnages, des nouveaux métiers. Nouveaux sujets, voilà, des nouveaux sujets, nous on cherche ça en fait. Et surtout, là, en tant que cinéphile, en tant que spectateur, souvent on regarde une fiction en se disant, cette histoire-là, on me l'a déjà racontée 10 fois. Alors, on me la raconte différemment, mais c'est la même histoire. Encore, ouais. Et peut-être qu'en découvrant, en allant vers les autres métiers, les autres savoir-faire, on va pouvoir raconter enfin de nouvelles histoires. Et renouveler la fiction Ah française. oui, parce qu'on peut raconter l'histoire de celui qui tombe en panne d'essence, pour revenir à ce que dit Marine, mais on peut aussi raconter l'histoire de celui qui va rapporter l'essence à celui qui est tombé en panne d'essence. Voilà. Il y a plein de sujets. L'histoire de la panne d'essence, on la connaît tous. L'histoire du mec qui apporte l'essence pour le secourir, on la raconte moins souvent. Et ça fait encore de nouvelles idées pour les scénaristes. Et toi, Angélique, du coup... Comme a dit Christelle, effectivement, dans la justice, il y a tellement de métiers. Si les auditeurs curieux pourront aller voir sur le site du ministère de la Justice, rubrique La Justice recrute. Mais au-delà du magistrat, il y a le greffier, évidemment, un personnage clé. Le greffier est celui qui assiste le magistrat et qui garantit la procédure. Donc, il est absolument indispensable. Il n'y a pas d'audience sans greffier. J'ai envie de dire, il n'y a pas de juge sans greffier. C'est un peu moins vrai pour ce qu'on appelle le parquet, donc les procureurs qui n'ont pas la chance d'avoir un greffier attaché, mais en tout cas pour tous les magistrats du siège, il y a toujours un greffier qui garantit la légalité de la procédure. Parce que nous aussi, ce qui est souvent montré dans les séries, dans les fictions, dans les films, c'est la solitude du magistrat. Et ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, qu'on n'était pas tout seul. Et parce que même si ce sont des fonctions solitaires, on n'est pas seul. Et on a ce greffier. Ensuite, il y a une autre fonction clé dans le tribunal qui est le directeur des services de greffe, qui est un petit peu le gérant RH, qui s'occupe du budget, qui s'occupe des ressources humaines. Enfin, dès qu'il y a un problème, c'est eux qu'on va voir. Et là aussi, on n'en parle pas beaucoup, alors qu'ils gèrent tout. Ils gèrent des inondations du sous-sol jusqu'à l'approvisionnement et puis la gestion du budget. Le greffier en chef, très important, enfin c'est l'ancien nom greffier en chef. Si on m'entend, je vais me faire gronder, donc c'est directeur des services de greffe. Et puis après, il y a tous les autres corps de métier, donc les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, les services de l'aide sociale à l'enfance, les mandataires judiciaires pour les tutelles, tout ce qui concerne le redressement des entreprises en difficulté, les commissaires de justice, c'est le nouveau nom des huissiers de justice, les notaires, tout ça, ce sont des partenaires en fait des magistrats. Il y a les conciliateurs de justice, il y a les magistrats à titre temporaire, il y a les élèves magistrats qu'on appelle des auditeurs et auditrices de justice qui apparaissent très peu dans les fictions. Alors que là, en ce moment, l'école de la magistrature en forme 1000 par an. Enfin, là, on est à 500, mais l'idée, c'était d'arriver à un peu plus. Donc, on est à 500 élèves magistrats formés tous les ans. C'est énorme, c'est exceptionnel en France. On en avait vu un dans la série Engrenage. Mais sinon, ils apparaissent pas souvent. Donc pour toi, c'est juste ne pas mettre que les magistrats et montrer tout le personnel qui évolue dans le système. Et puis, on a, en ce moment, c'est très en développement, c'est l'équipe autour du magistrat, avec donc des greffiers rédacteurs, des attachés de justice, qui nous aident à faire des recherches, à mettre en forme des décisions. Et voilà, il faudrait essayer de leur donner vie dans les scénarios, si possible. En fait, ce que proposent les experts, c'est pas juste leur métier, c'est toute une arène, tout un univers qui va avec. Et cet univers, il est riche, il est dense. Même si on prend juste un métier, comme tu le dis, comme vous le dites, autour de vous, il y a, vous travaillez pas seul. Et ça, souvent, des fois, on l'oublie. Alors que quand on est scénariste, un univers, une arène, c'est une pépite, quoi. C'est une, voilà. Oui, parce que souvent, on nous dit pensez à votre personnage, et le risque étant de l'isoler, alors qu'en fait, non, il évolue dans une arène et c'est un truc qui est important, surtout dans le monde réel, quoi. Oui, Franck? C'est, par exemple, on n'y pense jamais, mais aucun film n'a jamais été fait sur celui qui a fabriqué l'arc de Robin des Bois. C'est toujours sur celui qui l'utilise et pas celui qui le fabrique, c'est ça que tu vas dire. Les fonctions support, ça, quel que soit le sujet, y compris dans la société civile, les fonctions support sont rarement mises en valeur. Y a-t-il une réalité de votre métier
auquel le spectateur ne croirait pas si on la lui présentait dans un film ou dans une série. Parce qu'on a beaucoup parlé du fait que les films, les séries nous instruisent, ça nous apprend les trucs, mais des fois, on voit, nous arrive tous, on voit quelque chose, on dit mais c'est impossible, ça se passera jamais comme ça. Et des fois, on met des clichés parce que le spectateur n'accepte sur un sujet donné que le cliché, en fait. Alors, il y a ce qu'on peut raconter et il y a ce qu'on ne peut pas raconter. Non pas parce qu'elles sont irracontables, hein. C'est parce que voilà, c'est tellement hors sol que personne n'y croirait de toute façon. Mais là, je crois qu'on est dans 3 professions où effectivement, on a. Alors après, Angélique, Marine me démentiront si je dis une bêtise, mais je pense que dans notre quotidien, la réalité dépasse de très loin la fiction, de très loin. Alors, effectivement, à de nombreuses reprises, moi, j'ai été confronté dans ma vie professionnelle à des situations que je n'osais même pas raconter, évoquer dans les dîners ou quoi que ce soit, de peur de passer pour un mytho, de peur de passer pour un gars qui raconte n'importe quoi, un fanfaron, quoi. Je peux tout simplement prendre un exemple, une autopsie. Je pense que on peut la raconter d'un tas de façons. On peut même en filmer une, hein. Le fait de se trouver devant un médecin légiste qui pratique une autopsie et de l'avoir en face de nous, c'est tout simplement irracontable, c'est tout simplement pas transposable dans une conversation, dans un dîner en ville. C'est-à-dire que il faut être là, faut sentir, faut entendre. Je veux pas faire peur, mais entendre la scie qui coupe le crâne. Même si on met un bruitage dans un film, ça sera jamais ce que la personne a vécu en le voyant. Et puis l'image qui est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. L'odeur. Aujourd'hui, on a des systèmes d'extraction qui favorisent un peu dans les IML les plus modernes ce volet-là. Institut médico-légal. Mais quand j'ai commencé ma carrière, on était dans un institut médico-légal qui a été rasé depuis dans le Nord et dans des conditions, mais aucun train fantôme n'a rien à envier au lieu de l'époque. Vous aviez une odeur telle que vous étiez obligé de mettre du Vicks Vaporub sous le nez parce que sinon vous tourniez de l'œil. Ah ouais. C'était complètement surréaliste. Voilà, donc rien que sur quelque chose comme ça, qui est un acte judiciaire, une autopsie. Ouais. Alors, je vous parle pas des constatations de scènes de crime je vous parle pas du Bataclan, par exemple. Hein. Ouais. On a envie d'évoquer les choses qui sont très difficiles pour nous. On a un besoin de parler, on a un besoin de raconter de toute façon. Encore faut-il trouver le bon interlocuteur, celui qui a suffisamment d'empathie, de bienveillance pour accueillir ce que vous allez lui raconter. Et ça aussi, c'est difficile de trouver la bonne personne. Souvent, le flic, il rentre chez lui le soir, il a des gosses qui ont d'autres besoins, il a une femme qui a d'autres besoins que d'entendre sa journée horrible. Donc c'est un peu compliqué, ça, à ce niveau-là. La police, c'est aussi une vie de groupe, hein. Et les relations entre groupes, à l'intérieur du groupe, sont aussi génératrices d'histoires personnelles, de relations qui peuvent déboucher sur de belles choses d'ailleurs. Et tout ça, effectivement, quelquefois, c'est difficilement racontable parce que les gens, ils vont se dire, mais ils ont des familles, ces gens, quoi. Ils passent 20 heures ensemble et les 4 heures qui restent, ils vont boire un coup au lieu de rentrer à la maison. Bah oui, mais... Ça fédère. C'est comme ça, comme ça. Souvent, nous aussi, la réalité dépasse de loin la fiction. Notamment quand Christelle vient nous voir avec ses sujets de formation. Souvent, on se dit, ah mais ça, oui, bien sûr, on l'a déjà vu. On l'a déjà vécu. Pour moi, ce qui est très difficilement racontable, alors on n'a pas ce côté effectivement très difficile des constatations de crimes, sauf en opération extérieure, mais là encore, on n'est pas seul. En revanche, ce qui est difficile à retranscrire à un civil, c'est l'atmosphère en opération. C'est une espèce de tension. En fait, on a un espace-temps qu'on vit très différemment quand on est en mission. C'est dû à plusieurs choses. Déjà, on est en mission 24 heures sur 24. On est 24 heures sur 24 avec ses collègues. Donc, comme disait Franck tout à l'heure, il y a des relations plus ou moins conflictuelles, des amitiés qui se créent, qui se dénouent. Et on est tous bercés par un quotidien de tension. Elle est très difficile à décrire pour quelqu'un qui ne l'a jamais vécu, ne serait-ce qu'à nos proches, en fait, qui l'ont vécu. Et je partage ce que disait Franck, c'est que des fois, on a besoin de se retrouver entre nous, militaires, pour parler de certaines choses qu'on a vécues, et que on sait que nos proches qu'on adore et qui nous aiment également ne pourront jamais comprendre. Au niveau des scénaristes, pour leur faire comprendre certaines situations, il y a des comportements qu'on a en mission, en opération extérieure, et je pense pareil dans un contexte d'enquête, qu'on n'aurait pas sur le sol national parce qu'on est totalement dans un autre état d'esprit. Okay. Et c'est ça, des fois, qu'il est difficile de faire comprendre aux scénaristes. C'est pas qu'on veut pas leur raconter, mais sans l'avoir vécu, c'est compliqué en fait. Ok, mettre des mots dessus. Et enfin, Angélique, toi sur le droit. C'est vraiment une question très difficile parce que ça fait appel à beaucoup de choses.
notamment ce que moi j'ai vu dans certains dossiers où effectivement on préfère le garder pour soi plutôt que de le voir, parce que je pense qu'aucune fiction ne peut retranscrire ce qu'on ressent. En lisant des dossiers, en allant voir une autopsie ou en voyant les photos, c'est vraiment. Donc pour prendre une note un peu plus positive, je ne sais pas si les gens croiraient ce qu'on voit notamment en cour d'assises, qui est la joie des jurés d'avoir siégé. C'est rarement montré qu'en fait, à la fin des procès, les jurés qui sont souvent hésitants au début ou qui sont des citoyens de la société civile qui sont convoqués pour assister à des procès. Ils sont tirés au sort sur les listes électorales, donc ils ne sont pas juristes forcément. On a vraiment tous les corps de métier, tous les âges. C'est la représentation du corps électoral, donc tirés au sort. Et ils peuvent être un peu réticents parce que ce qu'ils vont voir ou ce qu'ils vont entendre est difficile. Et par un phénomène magique, à la fin, ils sont ravis d'avoir participé à l'œuvre de justice. Alors, pas tous, c'est pas à 100%, mais c'est vraiment la majorité. Et à tel point qu'une présidente d'assises avec laquelle j'ai longtemps siégé avait même créé un livre d'or. Et les jurés mettaient en partant un petit mot. Et en fait, c'était que des choses positives. Les histoires de jurés, il n'y en a pas beaucoup. On a eu récemment le juré numéro 2, mais ça c'est américain. Mais il y a plus longtemps, 7e juré avec Blier, je crois. C'était un peu la même histoire. C'est que souvent, c'est des jurés qui sont partie prenante. Donc ça fait un peu de drama parce que, évidemment, ils sont dans l'histoire, on le sait pas, ils jugent sur eux-mêmes. Mais c'est vrai que des histoires juste sur des jurés extérieurs, je suis pas sûr que ce soit très répandu. Ouais. Petite parenthèse personnelle, parce que j'ai été juré d'assises et ça m'a justement inspiré une série qui est dans les tuyaux, parce que je trouvais que c'était intéressant de parler du coup de la justice, de comment la justice française travaille par le prisme du citoyen tiré au sort sur les listes électorales. Voilà, je suis complètement d'accord avec toi. C'est une façon de montrer. Mais c'est bien que tu prennes aussi légèrement, parce que c'est vrai que vous êtes parti plutôt sur l'indicible, c'est une façon de prendre la question, mais il y a aussi notre truc qui était le possible et l'invraisemblable, c'est-à-dire que souvent en fiction, quand quelque chose nous paraît improbable, on se dit ça c'est écrit, parce que de toute façon ils écrivent, c'est des scénaristes, alors qu'en fait j'imagine que les situations improbables dans votre métier, ça peut être aussi votre quotidien, quoi. J'en profite je reviens donc sur le cambriolage rocambolesque du Louvre. Si nous, scénaristes, avions écrit ça dans un long métrage cinéma, on nous aurait dit, mais attends, mais Christelle, c'est n'importe quoi, ça ne passera déjà, jamais. Il a des gants blancs, ensuite il fait des... On va se prendre, les flics seront pas d'accord, la direction du Louvre, ça sera impossible. Le pauvre nacelle, impossible. Voilà. Or, c'est arrivé. En tant que scénariste, faut pas être tiède. C'est pour ça quand je dis, on se sert souvent des clichés comme point de départ, parce que le spectateur va pouvoir s'identifier, il y a un pacte naturel, il connaît le cliché, etc. On tape sur le cliché, après on va le travailler en profondeur, et pareil sur les sujets, il faut pas avoir peur d'être bigger than life. Il y a aussi des choses qui sont pas forcément spectaculaires, mais qu'on ne croirait pas parce qu'elles sont trop rocambolesques ou trop drôles ou trop humoristiques. C'est à ça que je fais référence en par exemple, moi j'ai assisté à une scène un jour, alors celle-là c'était il y a très longtemps, on avait arrêté 4 braqueurs qui faisaient le ramadan. Et on était en période de ramadan. Et donc, quand même, moi, je leur demande, est-ce qu'ils veulent manger quand même le midi? Et on était à 48 heures de garde à vue. Il y en a un qui dit, non, moi, je fais ramadan. Le deuxième, il dit, non, moi, je fais ramadan. Le troisième, il dit, non, moi, je fais ramadan. Et le quatrième, il dit, ouais, moi, je veux bien un sandwich au thon, je sais pas quoi. Alors, les 3 autres le regardent et lui disent, t'es fou, toi, tu fais pas ramadan? Et le gars lui répond, mais je vous jure que c'est vrai. Il dit, si, mais j'ai pris ma journée. Excellent. Et celle-là, vous la racontez, vous dire, il invente. Mais non, je vous jure que c'est vrai. Mais c'est justement ça. Donc... Et c'était très drôle. Ok. Et j'arrive enfin sur la toute dernière question, la question de fermeture. C'est une question de recommandation, la fiction dernièrement, série ou film que vous avez vu, dont vous retrouvez qui représente de façon assez juste ou assez intéressante votre métier? Moi, de manière incontestable, Les Disparus de la gare. Okay. Mais en étant le plus neutre possible, pas seulement parce que j'ai travaillé avec l'équipe, mais parce que le résultat est à la hauteur des ambitions, et puis pour avoir échangé avec les familles des victimes, leur ressenti est aussi à la hauteur de leurs attentes. Mais il y a eu aussi d'autres fictions, La Nuit du 12. Mince, tu as pris la réponse d'Angélique. Alors là, pour le coup, on est un peu dans le cliché, parce que forcément, les gens qui nous écoutent vont dire, c'était sûr qu'il allait dire ça. Oui, mais il y a peut-être une raison aussi. Et je peux ajouter la série Sambre qui... Alors, là aussi, pourtant, mon rôle est incarné par un personnage qui est très différent. Olivier Gourmet, on n'est pas du tout la même chose. Moi, je bois plus de bière que du bois de thé, donc oui, j'avoue. Et cela étant, j'ai été assez satisfait de cette série. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, j'avais lu le livre d'Alice Géraud. Il était très fidèle au livre. Et même s'il y a des petites entorses avec des histoires comme quand il est au commissariat devant son portrait robot, etc. Voilà, c'est un peu too much, un peu exagéré, etc. Ça représente quand même une certaine réalité. Et globalement, puisque j'ai vécu cette affaire pendant de longues années, on a un bon ressenti de... Et d'ailleurs, Jean-Xavier de Lestrade ne voulait pas
de conseiller sur cette série qui avait participé à la véritable enquête, parce qu'il voulait avoir un œil, le sien d'ailleurs, qui est très bon d'ailleurs, sans être influencé, sans que les comédiens soient influencés par les uns et les autres protagonistes de l'histoire réelle. Et la victime qui est jouée par Alix Poisson dans cette série n'existe pas en fait dans la réalité. Elle synthétise plusieurs victimes, mais je trouve que c'était une très bonne approche. Pour dépassionner aussi la narration, pour rester avec des conseillers qui soient sur les faits le et sujet pas sur... extrêmement sensible, parce que la police, la justice, la société, tout le monde était mis en cause, et à juste titre d'ailleurs. C'est quand même un gars qui a violé des femmes par dizaines et par dizaines pendant 30 ans. Donc on peut se poser des questions quand même. Ok, donc ça fait déjà quelques sujets. Ensuite, Marine, toi, des fictions qui viennent récemment? Cœur Noir, la saison 2, parce qu'elle retranscrit le mieux, à mon sens, la synergie de groupe, en fait. Donc là, c'est une série qui parle de forces spéciales, mais d'un groupe de forces spéciales et qui a une vraie complicité. Chacun a un rôle très précis dans l'équipe, donc ils sont tous spécialistes et ils ont leur vie aussi, d'hommes, de femmes, de parents. Et ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, dans la saison 2, c'est qu'on a ces gens qui sont clairement des surhommes et des surfemmes, qui portent une charge incroyable, qui sont capables de tenir 48 heures dans le désert avec une gourde et un bout de carton. Ça, c'est la vérité. Et en même temps, on a un des membres de l'équipe qui a du mal à digérer une opération qu'il a vécue et qui ressent le besoin de consulter un psychologue. Et je trouve que c'est extrêmement juste de montrer que on peut être un surhomme et une surfemme dans son métier et pour autant avoir aussi besoin d'aide, de partager, de guérir certaines faiblesses qui apparaissent dans le métier. En fait, ça n'enlève rien aux personnages de super-héros. Ils restent des gens absolument incroyables. Ça l'humanise d'autant plus, justement, la vulnérabilité. Absolument. Exactement. Et je trouve ça vraiment bien qu'on n'ait plus abordé ce point-là, en fait, dans une fiction française. Très bien. Et enfin, Angélique, toi, du côté magistrature? Alors, Franck m'a piqué ma réponse. Mais tu peux la remettre, parce que c'est un autre point de vue. Il y avait le point de vue policier et le point de vue magistrat aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé la série Sambre, qui pourtant ne fait pas du magistrat un super-héros, ni des policiers, jusqu'à un certain moment. D'aucun maillon judiciaire, voilà, de toute façon. Police-justice, c'est vrai que c'est un échec pendant quelques années. Heureusement, on l'a arrêté à la fin, mais... Et sinon, moi, j'ai vraiment aimé le rôle de la magistrate dans La Nuit du 12. Très bien. Bon, ouais, je trouve qu'elle a le bon positionnement, la compétence, qu'elle est à l'écoute, qu'elle est efficace, qu'elle est force de proposition, qu'elle fait confiance à ses enquêteurs, qui lui font confiance. Et moi, j'ai aimé ce personnage, ouais. Ok, une image qui change un peu. Et toi, Christelle? Oui, moi j'ai 2 séries. La première série que j'ai terminée récemment, c'est The Deal sur Arte, sur les négociations qui ont lieu en Suisse pour négocier avec l'Iran le non-enrichissement de l'uranium. Là aussi, elle est très documentée. Elle est assez juste. Alors, il y a de la fiction, il y a du romanesque, il y a de l'amour, il y a des relations entre tous ces personnages, mais je la trouve très juste. Et hier soir, j'ai terminé Des Vivants, donc aussi de Jean-Xavier de Lestrade. Qui vient de sortir, Qui vient de sortir sur donc les attentats du Bataclan en 2015, en novembre. Et je trouve que l'inspiration du réel et la fiction, enfin, je trouve que c'est très fin, c'est très subtil, c'est très réussi. Les comédiens sont excellents. Et même si le sujet n'est pas facile, eh bien, j'ai regardé les 6 épisodes d'une traite parce que on rencontre de l'humanité, on rencontre de la complexité. Et merci à tous pour vos réponses. Merci. Les conseillers et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Angélique, Marine, Franck et Christelle pour leur participation, en particulier à cette dernière pour sa très précieuse aide dans l'organisation. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode, partagez-le autour de vous s'il vous a plu et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader. Bonne fête et à bientôt.